Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Gros vendredi, encore une fois, sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Sur le Prime, on a bien sûr Carlos the Punisher pour le Freestyle Friday. Et à travers tout ça, avec des cadeaux pour nos amis du live, on aura Stéphane Lachance du nouveau parti politique municipal à Québec, Respect citoyen. On aura notre crinqué Nicolas Gagnon de la Fondation des contribuables. Pas de la Fondation, c'est l'organisation... Regarde, Mr. White va me le dire. J'oublie toujours le nom. De la Fédération canadienne des contribuables. Voilà, thank you. Donc, Nicolas va être avec nous autres également. Et bien sûr, Jerry prépare en ce moment sa boîte pour une genre de boîte à pizza, comme on le fait à tous les vendredis. Mon nom est Jeff Fillion, bien sûr que ce qui fait jaser probablement la planète entière depuis hier soir. Il y avait déjà de l'excitation hier soir. Comment ça que c'est pas disponible sur X? Est-ce que Elon Musk est en train de censurer Tucker Carlson? Ben non. C'était déjà entendu que les premiers temps, les premières minutes, la première heure, c'était le site de Tucker Carlson qui allait être avantagé par, je dirais, le temps, donc de leur donner un peu d'exposure, de donner de l'exposure au site web, avoir de la publicité, etc. Vous comprenez comment ça marche. Donc, mais pas longtemps après, X a déposé au complet le genre de 2 heures. Puis, regarde, c'est comme on en parlait avec Mr. White juste avant de vous parler. C'est comme une genre de révolution qu'on a eue. Il y a plein de Québécois qui ont de la misère à comprendre. Tucker Carlson, il n'est plus des médias, il est là-dedans, on m'implique dans la même affaire. Je vous ai rien compris, là. Ça, c'est une vision de 1994. Je vous donnais des chiffres. En ce moment, Fox News, dans les heures de grande écoute, même s'ils dominent leur compétition, ont aux alentours de 1,7, 1,8 millions average. Et depuis que ça a été déposé sur X, sans les chiffres de son site web, on est dépassé 100 millions de vues sur X. On est dans une autre place complètement. Et il y a des gens qui ont du respect pour certaines sources de nouvelles, certains journalistes, certaines émissions, entre autres, depuis qu'on est au monde. Je pense que 60 Minutes existe. Mais là, on est dans une autre affaire. 60 Minutes nous aurait fait une entrevue un peu montée avec du coupage. On aurait édité l'entrevue. On aurait eu une entrevue probablement de 1 heure avec le plus possible des réponses très courtes. On aurait eu une autre job au montage qui aurait été faite et finalement, ça l'aurait terminé en une entrevue d'à peu près 20-25 minutes maximum. Là, on avait... en fait, comme tu me disais, il n'y avait pas de temps. On voyait que c'était... Moi, je pense qu'ils n'ont pas déterminé de temps quand ils ont commencé. Ils n'ont pas déterminé de temps. Ils ont dit, regarde, on va aborder ces sujets-là. On va y aller. Puis c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs, parce que c'est un peu comme ça qui a agrippé d'une certaine manière Tucker Carlson en lui disant, regarde, c'est un genre de talk show qu'on fait ou c'est une entrevue sérieuse. Donc, ça a commencé comme ça, juste avant qu'il nous fasse un cours d'histoire entre ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, qui a été bien expliqué, comme un avocat, comme un avocat sérieux et professionnel qui s'en vient exposer toute son case, soit au début ou surtout à la fin d'un procès. Le cours d'histoire, il a duré combien de temps? Peut-être 30 minutes? Il a duré une demi-heure à peu près. Mais tu sais quoi? On va se le donner à Radio Pirate, là. On l'avait fait, ça. Oui. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, puis c'est Jerry surtout, on va le donner à Jerry, là. Tu sais, on s'était dit, mais pour comprendre ce conflit-là actuel, Ukraine-Russie, là, c'est bien beau de dire que les Russies c'est des méchants, puis l'Ukraine, c'est des bons, là. Mais au-delà de ça, pourquoi ils sont en guerre? Ça part de où? Oui, c'est ça. Exact. Donc, Jerry l'avait fait, ce cours d'histoire. Ça prend un cours d'histoire, et écoute, je veux juste raconter là, comment on se sent après avoir vu ça, parce qu'on a comme... Il y a comme un paquet de mixed emotions. Tu sais, je veux dire... je vais commencer par des affaires simples. OK? Commençons par la performance de Tucker Carlson et de la production alentour de cette entrevue-là. Sérieusement, c'est impeccable. C'était carrément impeccable. Au niveau de la présentation, au niveau de... Tu sais, Tucker Carlson et son équipe n'ont rien à envier à personne dans l'univers des médias traditionnels. Donc, s'il y en a qui essaient de vous faire croire qu'on a affaire à quelqu'un qui est un peu tout croche, puis qui est un gars qui est plus employable nulle part. Non. On vous a montré hier, l'équipe de Tucker Carlson vous a montré hier que maintenant, Tucker Carlson Network
allait quelque chose qui allait être là pour longtemps. Ça allait durer, ça allait même concurrencer probablement tous les joueurs qui sont en train de dormir, mourir tranquillement. Donc, c'est une présentation sans faille qui a été faite hier. Ouais. Sur Tucker Carlson lui-même, je vous dirais que c'est loin d'être facile de faire ce genre de choses-là. D'abord, en raison de la langue, OK? C'est pas le même genre d'entrevue quand tu parles avec quelqu'un qui parle la même langue et qui s'exprime puis qui peut répondre. Malgré ça, malgré le traducteur, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail, ça a été fait le 6 février. Donc, malgré tout, c'est extraordinaire comme outcome, comme résultat qu'on a. Ça a été fait de manière impeccable. Et ce que j'ai aimé de Tucker Carlson, Tucker Carlson, avec le temps, est devenu plus gros que nature. OK? C'est bon. Puis, pour n'importe qui va ramasser des vidéos de 75 millions, 90 millions, 120 millions de vues, comme il l'a fait depuis quelques mois sur X à l'occasion, c'est dur de rester les deux pieds par terre et pas avoir la tête enflée un peu. OK? Donc, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Tu deviens plus gros que nature. Donc, ça aurait été facile pour lui, dans ce contexte-là, même s'il était dans un pays où il faut qu'il fasse attention, ben, il ne sait pas trop comment ça va finir, c'était important pour lui de rester terre à terre, de rester le plus humble possible. Et pour lui, c'était de poser les questions, mais c'était de donner toute la place à Poutine dans un sens. Parce que, tu sais, ils ne s'en vont pas là-bas. Tucker Carlson ne s'en va pas là-bas pour faire un show de Tucker Carlson. Tucker Carlson s'en va là-bas pour nous faire entendre Poutine pour des choses que Poutine a envie de dire à l'Amérique et au reste du monde. Puis ça, je pense que ça a été bien fait. Il y en a qui vont dire que ça a été une entrevue soft, ça a été une entrevue average. Moi, je suis loin d'être d'accord. Au contraire, je pense que souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'entrevue qui peuvent y arriver avec des commentaires du genre. Je pense que Tucker Carlson a compris que la vedette pendant cette émission spéciale, c'était pas lui. La vedette, c'était Poutine. Et quand on parle de vedette, tout le long de ce que je vais vous parler là, dans les 15 prochaines minutes, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est bon ou qu'il est bad. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre propre analyse. Parce qu'effectivement, il y a un mélange des deux. Et je tiens à souligner la dernière partie de l'entrevue de Tucker Carlson. Puis j'imagine que ça a été jasé avant, puis que Poutine savait probablement une partie des questions, puis il savait qu'à la fin, il allait être questionné sur le jeune journaliste du Wall Street Journal qui était détenu là-bas. Et Carlson a posé la question, mais il est revenu avec une deuxième, une troisième. En fait, ça a duré entre quasiment 10 et quasiment 15 minutes, ce segment-là, où il a vraiment talonné Poutine, puis que finalement, Poutine, à la fin, si jamais Biden prend la balle au bon et l'administration prend la balle au bon, je pense qu'il a ouvert certaines portes pour négocier et de relâcher ce jeune homme-là de 32 ans qui est détenu là-bas. Il dit, il est bien traité, il n'y a pas de problème, il a fait des choses qui ne sont pas très éthiques. C'est pas, je pense pas qu'il est à l'emploi du gouvernement, mais il est allé chercher de l'information confidentielle, puis des fois, ben, les journalistes, on sait, ils sont peut-être plus impliqués dans la machine qu'on pense, donc nous, on n'a pas aimé. Donc, mais c'est pas la première fois de l'histoire que ça arrive, d'un côté comme de l'autre. Donc, ces choses-là peuvent se régler. Malheureusement, l'administration Poutine, depuis le début du conflit, ne parle pas à Poutine. Donc, ils se sont parlé juste avant, c'est un peu ce qu'on a compris. Ils se sont parlé avant. Poutine les a avertis qu'il faisait une erreur historique et que c'était une mauvaise idée d'aller aveuglement, uniquement avec l'Ukraine, en pensant que l'Ukraine, c'était le bon joueur. Donc, comme je vous dis, j'essaierai pas de... Vous savez un peu ce que je pense. Je suis pas il y a des gens qui capotent parce qu'on parle positivement d'une certaine mesure de Poutine, parce qu'il mérite qu'on parle de lui, puis je m'en viens à ça d'ailleurs. Mais je veux dire, on est assez à réveiller et on voit clair. On sait que c'est pas 100% d'un côté puis 0% de l'autre. On sait que Poutine a probablement, puis ça peut peut-être pas été exposé hier dans son entrevue, parce que lui, un peu comme le gouvernement américain, un peu comme les médias américains, un peu comme les alliés de l'Ukraine le font depuis le début de cette guerre-là, il y a dans cette entrevue-là un bout de propagande. Parce que lui
il a à nous vendre sa salade, il a à nous vendre pourquoi il est là, pourquoi il continue d'être là, puis quand et comment il peut arrêter. Puis il a vendu tout ce qu'il y avait à vendre, puis il nous a parlé d'un paquet de choses qu'on savait un peu, mais maintenant confirmées par lui, entre autres sur l'histoire de l'OTAN, de NATO, qui était poussé dans la gorge via une entrée par l'Ukraine. Donc, moi, je pense que, écoutez, si Biden, si je suis Biden et que j'écoute l'entrevue, il y a beaucoup de malaise avec cette entrevue-là. Là. Même les médias ne savent pas trop quoi faire. Je suis branché depuis ce matin sur Fox News. Puis les autres, ils ont comme une genre de boule graisseuse entre les mains. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ça parce que c'est l'ex-vedette de Fox News qui fait l'entrevue et qui va gagner tout le mérite de ça. Donc, c'est comme un sujet qui est comme évité. C'est très malaisant. Mais pour les dirigeants, si vous êtes Biden, en fin de semaine, avant le match du Super Bowl, vous avez entendu cette entrevue-là, elle a été probablement décortiquée mot par mot. Ils savent qu'il y a une possibilité et Tucker Carlson a ouvert cette porte-là. Et je pense que que Poutine l'a ouvert la porte en disant qu'il n'était pas fermé une négociation, mais il fallait que ça soit fait des deux côtés, puis il fallait qu'il y ait du give and take. Et je pense qu'il va se servir de cette porte-là pour essayer de parler à quelqu'un de l'administration, puis peut-être même à Biden lui-même. Mais de ce que j'ai senti, un des feelings que j'ai eu, c'est, et que j'ai depuis toujours, je pense que cette guerre-là n'a pas lieu si Trump est au pouvoir. Et je pense que cette guerre-là va se terminer la minute que Trump va revenir au pouvoir. OK? Il y a des gros bémols sur le retour de Trump. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets, des gens alentour de Trump qui sont très inquiets de savoir qu'est-ce qui se passe à New York et qu'est-ce qui va arriver avec le procès là-bas. Est-ce qu'il va réussir à se rendre à la Maison-Blanche? Même si vous êtes anti-Trump, je pense que vous devez souhaiter, on sait maintenant depuis hier que Poutine est mentalement, et je dirais, il y a une mémoire déficiente, donc c'est confirmé maintenant. Tu parles de Biden. Tu viens de dire Poutine, tu parles de Biden. Non, je parle de Biden, exactement. On sait depuis hier que Biden n'est plus apte à être président des États-Unis. Il faut que ça se termine au plus sacrant. Et je pense qu'on devrait tous souhaiter, au nom d'une paix mondiale et d'éteindre la crainte d'une troisième guerre mondiale. Je sais que la gauche, pour une raison que je ne connais pas, veut la guerre pour essayer de mater les Russes, mais sérieusement, c'est de jouer avec 50 tonnes de dynamite de faire ça. Et je pense que si, mettons, Trump, out of the deal, est le président des États-Unis, le jeune homme de 32 ans du Wall Street Journal, il n'est plus là en ce moment. Je pense que s'il y avait eu un clin d'œil d'invasion de la part de Poutine, avec l'administration de Trump, je pense que ça serait déjà éteint. Il y aurait eu une négociation. Trump, malgré tous ses défauts, est probablement un des plus grands négociateurs que vous pouvez trouver. Et il trouverait un terrain d'entente avec Poutine pour pas que ça arrive. Ce qu'on a appris hier, c'est que Biden et Poutine ne se parlaient pas. Ils ne se parlent pas du tout. Alors que Trump, lui, on le sait, il a été président pendant 4 ans. On l'a vu, il est ouvert à parler à tout le monde. Exact, voilà. C'est toute la différence du monde. Donc, Tucker Carlson, sérieusement, je donne facilement un 8.5 sur 10, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, c'est impossible d'avoir 10, parce que tu es dépendant un peu de ce que l'autre te donne, puis aussi, il y a des limites. Là. Il est dans un pays où il ne peut pas commencer à y donner des coups d'épaule trop souvent. Là. Il est chez Poutine. Poutine est ce qu'il est, c'est un alpha, c'est un vrai de vrai. Tu ne viendras pas m'écœurer ici. Donc, mais quand même, c'était fait dans le respect. On voyait que Poutine avait un respect pour Tucker Carlson. Tucker Carlson a réussi à poser toutes ces questions. Et par après, c'est à nous autres à interpréter. Et encore une fois, enlevons le côté comment je pourrais dire, de Beauty and the Beast. Okay? Il y a quelqu'un qui est super beau et parfait, puis il y en a un autre qui est un monstre, qui est Poutine. En étant probablement pas parfait dans toutes ses décisions, je peux vous dire que pour nous autres, les gens de l'Amérique du Nord, il y a des gens européens qui peuvent probablement dire la même chose. Cette qualité d'homme-là, et encore une fois, je tiens à le dire, OK, j'exclus des décisions qui ne font pas votre affaire. C'est pas de ça que je parle. Parce que tout humain qui va être le président des États-Unis d'Amérique, ou de la Russie, ou de la Chine, peu importe qui, peu importe dans quelle époque on sera, il y aura des bons coups, puis il y aura des erreurs. Puis il y aura des choses avec lesquelles on est à l'aise, puis des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. OK? Ça fait partie
des décisions que ces gens-là ont à prendre. Et lui, pour son pays, il a pris cette décision-là et il a décidé d'envahir l'Ukraine. Il avait déjà dit qu'il n'allait pas envahir l'Ukraine. Il a envahi l'Ukraine. Il dit, ils ont commencé la guerre en 2014 et moi, je vais la finir. Et on lui a posé la question sur la Pologne. Est-ce que tu vas envahir la Pologne? Il a dit non, j'ai pas de raison d'envahir la Pologne, sauf si eux m'attaquent, je vais aller les attaquer. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il a déjà dit ça de l'Ukraine. Donc, même s'il dit ça de la Pologne, est-ce qu'on le croit? Il a l'air d'un menteur. Effectivement, il y a des choses là-dessus qu'il faut être très attentif. Mais enlevez ça. Enlevez ça. Tu sais, je l'ai entendu sur le genre de pipeline, ce qui aurait été sauté par la CIA. Je l'ai entendu sur le dollar américain et l'imprimage d'argent, puis l'argent qui s'en va partout. Je l'ai entendu sur l'histoire en général qu'il a racontée, la manière qu'il a abordé les sujets. Et sincèrement, OK, puis c'est malaisant de dire ça, de quelqu'un qui prend pas nécessairement toutes les meilleures décisions du monde, parce que je sais que de dire ça, on a l'air de quelqu'un qui est en train d'admirer Poutine. Je veux vous assurer que c'est pas le cas. Je ne suis pas quelqu'un qui admire beaucoup de monde. OK? Je suis tempéré dans mes sentiments envers même les gens probablement que j'aime le plus. J'ai une modération naturelle en dedans de moi. Donc, cette personne-là, j'ai pas de poster de lui. J'ai pas de calotte de Poutine. J'ai pas de T-shirt de Poutine. J'en ai rien à foutre un peu. Sauf que je regarde juste les faits. Et cette qualité d'homme-là n'existe plus chez nous. Il a expliqué des choses quand même assez complexes dans sa langue. Et nous, on l'a eu en traduction. Et on n'a pas entendu ce gros bon sens-là sur des sujets quand même qui nous sont montrés souvent beaucoup plus compliqués qu'ils le sont. Et lui, en quelques minutes, les a expliqués. T'as vu l'intelligence de cet homme-là. T'as vu sa grande force d'analyse. Sa culture. T'as vu sa culture, effectivement, sa culture. T'as vu son leadership. T'as vu l'amour. On a senti l'amour qu'il a pour son pays et son peuple et son histoire. Son patriotisme. Son patriotisme. On a tous senti ça. Oui, mais imagine, fais juste... Moi, je ne sais pas si ça t'est passé par la tête hier, là, mais quand je regardais ça, je me disais, j'imaginais Biden à la place de Poutine. J'imaginais Trudeau à la place de Poutine. J'imaginais Macron à la place de Poutine. Et je me disais, mais quelle sorte d'entrevue on aurait eu? Premièrement, ça aurait duré 20 minutes. Puis on n'aurait eu aucune information. Là. On n'aurait rien eu. On n'aurait rien eu. Trudeau nous aurait répondu un paquet de... D'ailleurs, on s'est fait humilier en passant. Le Canada s'est fait humilier hier dans cette entrevue-là par Poutine lui-même, qui nous a montré que... Parce que lui, il dit, je fais une guerre. Il dit, l'Ukraine, c'est le dernier bastion des nazis. OK? Donc, cette histoire-là n'est pas terminée. Ils sont en admiration. Puis c'est quand même bizarre, le président de l'Ukraine est un juif. Ouais. C'est quand même spécial, mais il dit il y a à l'intérieur de ce pays-là une tonne de pro-nazis et je vais aller finir ça. Qu'on soit d'accord ou pas, regarde, ça, c'est notre paire de manches. Mais regardons les individus qu'on a. Regardons la qualité des hommes que nous avons. On a l'impression qu'on regarde, je sais pas moi, allez-y avec des gens qui ont marqué peut-être l'histoire de la musique. Allons-y avec Bruce Springsteen versus un participant à, je sais pas, La Voix ou encore Star Academy. Oh, les deux font le même job. C'est ça. Les deux font le même job, mais c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. Donc, tu sais, je veux dire, c'est quand même, malgré comment le sujet est touché, je veux dire que quelqu'un n'est pas capable d'écouter ça parce qu'il y a des gens qui sont comme préprogrammés. Là. Ils ont été préprogrammés parce que les médias ont décidé que du jour au lendemain, à un certain moment donné, après que les médias nous ont dit pendant des années que Poutine est extraordinaire au point de lui donner l'homme de l'année dans le Time Magazine en 2007 ou en 2008. Mm-hmm. Et là, du jour au lendemain, ces mêmes médias-là nous ont commencé à nous dire que cet homme-là était dangereux, etc., etc. Et là, plein de gens se promènent avec ça et ils sont incapables de s'arrêter et d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'écouter, d'analyser et de voir ce qu'ils ont devant eux. Moi, je vais vous dire que ce qui me fait peur, bon, il y a des points qui ont avancé. Il dit, est-ce que vous avez vraiment... Pourquoi les États-Unis d'Amérique, avec tous les problèmes qu'ils ont,
problème d'immigration, problème avec l'endettement et la monnaie, problème à tous les niveaux. Là. Pourquoi vous venez vous mêler? Parce que c'est un peu le message qu'il envoie en disant ils mettent de la pression sur nous avec NATO, avec l'OTAN, et ça ne finit plus. Et il nous a dit également que Bill Clinton avait entre les mains probablement la solution à une paix, probablement pour le reste des temps, avec la Russie, alors que Poutine a demandé à Clinton s'il était possible. Parce qu'il dit, si vous voulez vous en venir par ici, pourquoi nous, on ne devient pas membre de l'OTAN? Et Clinton lui a dit, pas de mauvaise idée. Il est reparti, il est allé jaser avec des hautes instances, il est allé jaser avec la Swamp, et la Swamp lui a dit, no fucking way. On a besoin de guerre, on a besoin de vendre des armes, on a une grosse industrie, no way. Ça, c'est mon interprétation. Et il est retourné pendant la soirée, il est allé voir Poutine, et il lui a dit plus tard, ce sera impossible. La raison? Je viens de vous le dire. Les États-Unis d'Amérique ont besoin d'un ennemi. Les États-Unis d'Amérique ont besoin d'avoir toujours une guerre pas trop loin. Ils ont besoin parce que l'armement, c'est une des plus grosses business qui fait rouler l'économie américaine. Ils ont besoin d'un méchant. Et toute la propagande, parce que c'est ce qu'il dit les États-Unis d'Amérique, c'est la meilleure machine de propagande au monde. Ils contrôlent les médias du monde entier, incluant les médias européens. Il dit, c'est très dur de se battre contre cette machine-là, cette propagande. Et vous savez qu'on a été victime de cette propagande-là il y a quelque temps. Donc, on comprend ce que lui nous dit. On n'est pas en train on n'est pas en train de l'excuser sur un paquet de choses, mais on comprend, on a un point en commun entre ce que lui raconte et ce que nous vivons, nous autres, à chaque jour, les gens qui sont contre la Swamp et contre le système. On sait très bien de quoi il parle. Donc, sérieusement, c'est peut-être, pour la majorité, c'est peut-être un peu long, 2 heures, mais il y a beaucoup de cotes. On va vous en faire entendre, les gens qui sont membres de Radio Pirate. Lundi, on va faire le tour avec Mr. White qui a travaillé là-dessus. On va prendre le temps, mais ils sont tous disponibles sur X. Oh, ouais. On va prendre le temps dans le Prime lundi de faire le tour avec ça. Mais je trouvais que c'était important pour nos membres et également les gens sur Radio Pirate Live d'en parler sans nécessairement mettre des audios. Ces audios-là traînent partout. Mais je vous dis que ce qu'on a en ce moment, et c'est un peu ce que je voulais vous dire tantôt, puis je vais finir avec ça, c'est vraiment je comprends qu'on est dans une époque où les gens sont, je sais pas, ils sont comme un peu partout, ils sont comme pas très focusés en raison de la technologie, d'un paquet d'offres qu'on a alentour de nous. C'est facile de s'évader, c'est facile, puis je suis le premier à le faire. Mais à un moment donné, quand on choisit nos dirigeants, quand on choisit nos politiciens, on ne peut pas choisir des faibles. Parce qu'il y a quelque part sur la boule, et ça peut avoir des conséquences pour une guerre ou une négociation économique ou un paquet de choses qui aura des influences sur nos vies, même si on est à 6000 km un de l'autre. Quand on élit des gens, on doit élire des gens forts. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus à la mode. Je sais que d'avoir des gens qui se tiennent debout, je sais qu'avoir des gagnants, je sais qu'avoir des alphas, des gens qui ont de la pogne, des gens qui négocient fort, je le sais que c'est plus à la mode. Je sais que les gens veulent des PSPP, des gens un peu soft, un peu mous, qui parlent pas fort, qui sont toujours sur le bord de pleurer. Je sais que les gens veulent ça. Mais n'oubliez jamais à chaque fois que vous votez, les gens qui vont voter pour le Bloc québécois, les gens qui vont voter pour le faible, l'idiot du village, qui est le premier ministre du Canada en ce moment. Rappelez-vous que le Canada a été nommé hier. Rappelez-vous que le Canada, même si on est petit, on est allié des États-Unis d'Amérique qui sont sur le bord de mettre dehors un des présidents les plus faibles de leur histoire pour en mettre un qui va prendre ça entre les mains pendant 4 ans, puis en espérant qu'il va ouvrir le chemin pour d'autres. Mais nous, là, on a à choisir un homme ou une femme qui sera capable de se tenir debout devant ces gens-là. Voilà. C'est ça qu'on doit trouver. Parce que là, ces pays-là, c'est encore à la mode d'avoir du monde qui ont de l'allure, du monde à la hauteur de leur fonction dans leur pays. Tu sais, nous autres, c'est plus à la mode, mais eux autres, ça l'est encore à la mode. Fait que le gars de l'Argentine, la gaucherie de lui, là. Écoutez-le parler d'économie.
Les gars gauche, je sais que c'est pas votre fort, l'économie, mais écoutez-le, là. Et le gars, il est solide, là. Et ce gars-là s'en va, puis il prend l'avion, puis il s'en va rencontrer Poutine, il va dire de quoi il va avoir la tête haute. Je le sais, je le vois. On le voit par son tempérament, on le voit par son caractère. Vous pouvez rire de lui, là. Parce que c'est ça maintenant, la nouvelle mode, c'est la minute que quelqu'un arrive déterminé, il faut l'écraser puis le faire passer pour un fou. Je sais comment ça marche. Mais dans le monde dans lequel on est, les woke, ça n'existe pas partout, là. C'est une patente à nous autres, ça, là. Oh, oui. Ailleurs, les vrais hommes sont debout, là. Les vrais hommes négocient, puis les vrais hommes, ils te regardent dans les yeux, là. Ça, puis ils voient ce qui se passe pour vrai, là. Ben oui. Tu sais, hier, on a eu la réalité de l'échiquier mondial, là. On l'a eu hier. Exact. Hier, on a vu, et encore une fois, enlever right or wrong, peu importe, c'est pas grave. Non, ici, on est encore dans Poutine et le mauvais, puis Zelensky est le bon. Là. Alors, revenez-en. Là. C'est pas juste ça. Là. C'est pas juste ça. Là. On a les faibles et les forts. Actuellement, ça inclut les États-Unis d'Amérique, on est des faibles. Et les faibles perdent toujours. Là. Moi, je veux pas qu'on perde face à la Russie. Moi, je veux qu'on gagne, je veux qu'on domine. Mais si on suit ce chemin-là, le BRIC va nous écraser. Là. La Russie, avec la Chine, avec le Brésil, avec un paquet de pays alentours, ces pays-là vont nous écraser. Et la raison, pas parce qu'eux autres sont meilleurs, pas parce qu'ils sont mauvais ou bons, non, ça n'a rien à voir. Ils sont juste forts. Oui. Et nous autres, on est faibles. Il faut se... C'est ça que j'ai senti hier. Oh ouais. C'était ça mon feeling quand j'ai écouté Tôt ce matin. C'était lui le feeling. J'ai même pas essayé d'analyser vraiment tout ce qu'il a dit. Je l'ai juste regardé. J'ai juste regardé son intelligence. Puis encore une fois, je me suis pas questionné sur tout. Et je regardais ça puis je me disais, c'est impossible que nous, on ait Trudeau à côté de ça. Ah. C'est impossible que les États-Unis d'Amérique aient Biden à côté de ça. Qui se rappelle même pas de ce qu'il a fait la semaine passée. Là. Non, il ne s'en rappelle pas. Il était questionné. Et là, il est fâché parce que les gens disent on l'a questionné sur la date de la mort de son fils. Ah oui, il n'est pas capable de s'en rappeler. Il dit c'est pas de vos affaires. Il dit c'est parce que je veux pas vous le dire. C'est parce que c'est pas de vos affaires. Ben voyons. C'est un homme faible. Ben oui. On a des dirigeants faibles. On a une swamp faible. Tous ceux qui nous dirigent sont faibles. C'est ça la patente. Et c'est pas le temps de savoir y a-tu raison ou pas raison. Mais mec, s'il arrive quelque chose, on sait qui va se faire piler d'en face. C'est les faibles. Donc, ça existe des hommes forts, ça existe des hommes stratégiques, ça existe des hommes brillants ailleurs. On ne peut plus se permettre de voter pour des faiblards comme Justin Trudeau ou Joe Biden. On ne peut plus. Il y a des endroits dans le monde où il y a des hommes forts. Tucker Carlson s'en va en Chine. On n'aime pas peut-être M. He, mais il va aller s'asseoir 2 heures, 2 heures et demie avec. On aura le même sentiment. C'est ça qu'il faut retenir. Pas « Ah, Tucker Carlson de s'amuser ». Non. Si vous n'analysez pas ça de la bonne manière, vous êtes testés, là. Les gens sont testés en ce moment. Oui. Si vous ne voyez pas clair ce qui se passe, là, ben vous êtes dans le clan des perdants. Là. Puis la qualité de documents qu'on a vu hier, là, moi, ce que ça me fait penser aussi, là, c'est que si vous vous demandez pourquoi les médias de masse sont en chute libre, là, allez voir le document qui a été présenté hier. Vous allez comprendre. Oui. T'sais, vous allez comprendre que c'est un nouvel ère. Là. On rentre dans un nouvel ère. Oui. Oubliez TVA, oubliez LCN, oubliez Radio-Canada, oubliez CNN, oubliez Fox, oubliez le New York Times. Les nouvelles plateformes que nous avons en ce moment, c'est pas ça va transformer, c'est fait. C'est fait. On est dans une autre ère, on est dans un autre monde. Complètement. C'est au moins la patente positive de toute cette histoire-là. On a des plateformes. Thank God for Elon Musk pour ça. Je pense qu'hier, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais je n'ai pas vérifié. Il semblerait hier que l'algorithme de YouTube aurait barré quelques vidéos de l'entrevue. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Il faut faire attention à ce qu'on retrouve sur le web. Je n'ai pas essayé de fouiller plus qu'il faut. Mais on le sait qu'avec X,
et avec certaines plateformes, justement, de sites web comme justement ce que Tucker Carlson est en train de faire, on peut être rassuré qu'on aura de plus en plus d'informations. Il y aura de plus en plus de monde qui vont s'isoler de ça en se disant que c'est tout des coucous, etc. Parfait. Mais au moins, le stock va être là. Ce sera aux gens de voir quoi faire avec ça, de l'écouter, de le voir, de l'analyser. Puis après ça, vous verrez. D'écouter ce que quelqu'un de la presse vous dit sur Tucker Carlson. Je vous le dis, là, c'est la pire idée de la Terre. Là. Si vous pensez que vous savez qui est Tucker Carlson en lisant Isabelle Haché, ou en écoutant Michel, je ne sais pas trop qui, à LCN, puis quelques chroniqueurs, my God, on est loin de ça. Vous êtes dans le mauvais team. Ils ont fait la grosse analyse de son entrevue avec Poutine alors qu'elle n'était même pas encore passée. C'était pas présenté encore. Alors, c'est incroyable. On a le temps d'écouter, là. Ben oui. Donc, on est prêt pour le reste ici même sur Radio Pirate en ce vendredi. Thank you. On a mis Mr. White. Le reste de la production s'en vient. Mr. White est le full DJ dans la kitchen. Bon week-end à tout le monde. Bon Super Bowl. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio. Pirate. Radio Pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Jerry, boîte à pizza, boîte bizarre. Overdub, Mr. White et Jeff, un par-dessus l'autre, qui dit « Et voici Jerry. » J'adore. Non, moi, c'est ça. Une boîte à pizza, c'est toujours un peu un genre de mélange de toutes sortes de battantes. En début de semaine, l'affaire, c'est que à un moment donné, je suis en train de travailler l'après-midi, en début de semaine. Puis là, boum, je vois sur les écrans, parce que ici, dans le studio, j'ai 3 écrans devant moi. Je vois sur les écrans toute une histoire. Les trois étaient là. Fox News était là, CBS News était tous là. NBC. Ah, ils étaient tous là, Jeff. Sur un jugement. Là, je sais quoi, l'histoire me disait quelque chose, mais là, les Américains, eux autres, ils trouvaient ça. Parce que c'est une décision vraiment particulière. Je vous explique la patente, là, vous allez comprendre l'histoire, OK? On est en novembre 2021. Okay? Il y a un gars qui rentre, un étudiant, qui rentre dans une école en banlieue de Détroit. Il rentre avec un semi-automatique. Il tue. Tu sais, c'est une tuerie d'école. Là. On s'entend-tu? Donc, il a tué 4 élèves. Il a blessé 7 personnes. Puis il a blessé un prof. Je ne sais pas si pas le prof, je ne sais pas s'il est décédé ou il a été blessé. Le gars était arrêté, le jeune était arrêté. Il s'appelle Ethan Crumbley. Le gars, il avait 15 ans quand il a fait ce massacre-là. OK? Il a plaidé coupable 1 an plus tard, donc en 2022, il a plaidé coupable. Et là, il recevait sa sentence. Il a reçu sa sentence en décembre, là. Prison à vie plus 24 ans. Donc, on va dire, il va mourir en prison, puis il y a un 24 de plus. Mais l'histoire qui est intéressante, Jeff, c'est ses parents à Crumbley. Et il est là, le crunchy. C'est que sa mère, c'est pour ça que tous les jours, tout le monde hier, il était là en cours, là, à Détroit. Là. C'est que sa mère, elle vient d'être condamnée pour homicide involontaire. Wow! C'est quoi la patente, là? Le jeune, c'est lui qui est rentré avec le gun. L'affaire, c'est que ses parents sont comme divorcés, ses parents, là. Mais ses parents, c'est eux autres qui ont acheté le gun en cadeau. Bon, ils ont fait un cadeau. Je pense que c'est un cadeau de fête. Donc, ils ont donné un cadeau de fête à un gars de 15 ans. Mais l'histoire est capotée. C'est que l'école, à un moment donné, le jeune, il a 15 ans, il fait un travail d'école. Un travail d'école. Et son travail d'école, c'était sur des affaires de meurtre puis des patentes de mort. Le professeur, il a vu ça. Il a dit, « Hey, Christophe, c'est donc bien sombre, ce travail-là. Ça n'a pas de bon sens. » Puis il y avait des affaires assez sauvages là, dans son travail d'école. Ce qu'ils ont fait, l'école, c'est qu'ils ont communiqué avec les parents.
Ils ont dit, ouais, votre fils, il a fait un travail bizarre. Puis telle affaire. Ben, oui, c'est beau, ça reste de même. Après ça, plus tard, ils trouvaient que le jeune était comme dépressif. L'école, les professeurs, puis la direction d'école, ils ont rencontré le jeune. Puis en catimini, ils parlaient avec les parents. Ils disaient, ouais, votre fils, là, il file pas bien, telle affaire, il est bien bizarre. Puis il dit des affaires, oui, on va s'en occuper. Un midi, le jeune, il était comme sa dépression. Ils ont dit, ouais, et là, venez chercher votre fils, là. En fin de compte, les parents, ils ont dit, non, on peut pas aller le chercher, on travaille, puis il arrivera à pied. Autrement dit, les parents se câlissaient de ce que l'école disait. Et ça a duré pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ce qui s'est passé, le jeune est rentré dans l'école puis il a tiré du monde. La fait, c'est qu'ils ont arrêté les parents. Puis là, ils ont accusé la bonne femme, a été jugée et elle s'en va. Là, je ne sais pas quelle peine qu'elle va avoir, mais elle va faire de la prison pour je ne sais pas combien de temps. Là. OK, et là, le bonhomme. OK, mais ça, il faut qu'à partir de là, on peut toujours tenir les parents responsables de tout ce qui arrive avec des jeunes. Et voilà. Et c'est là que la frontière vient d'être passée. Dans le sens que les parents, on va dire des parents un peu irresponsables d'une manière. Oui, mais ça, il y en a plein, là. Mais est-ce que des parents irresponsables peuvent être responsables de leurs enfants qui font des folies? Comprends-tu un peu? C'est ça la patente, là. Là, le bonhomme, lui, il va être. Son procès commence au mois de mars, là. Donc, la bonne femme a été condamnée. Le bonhomme, possiblement, qui va être condamné aussi. Mais je pense que c'est une première. Je n'ai pas fouillé plus qu'il faut, là. J'ai lu des affaires. Mais je pense que c'est une première dans le droit américain que des parents ont reçu, autrement dit, ont été condamnés pour homicide involontaire à cause de leur enfant. C'est capoté comme histoire, là. Mais en tout cas, les Américains, là, ils ont. Hier, là, ça parlait juste de ça, mais c'est ça, c'est justement ça. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des niaiseries puis des folies. Là, c'est un meurtre, je comprends. Là, c'est des meurtres épouvantables. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Un enfant, je ne sais pas moi, qui chauffe chaud puis qui rentre dans quelqu'un. Oui, c'est ça, exact. L'automobile, c'est l'automobile du bonhomme. Là, c'est bizarre pareil. Ça vient certainement d'une certaine gauche. Parce que ça arrive de Détroit, Michigan. C'est Détroit, donc, Michigan. Surtout dans la ville, il y a beaucoup de patentes démocrates et tout. Mais c'est les mêmes qui veulent pas que les parents soient consultés quand les enfants font des affaires un peu spéciales à l'école, comme genre changer de sexe, changer de nom, commencer à prendre des hormones ou encore des bloqueurs puis des patentes de même. Ton point est donc, excellent. Ils sont durs à suivre un peu, là. C'est ce que je veux dire. Ça ne peut pas être un et l'autre. Ça doit être un ou l'autre. Je vais suivre la patente là, dans le mois de mars pour le bonhomme. J'ai hâte de voir ça. L'autre nouvelle, c'est une nouvelle qui est sortie, je me rappelle pas, c'est mercredi cette semaine. Le roi Charles III, le roi d'Angleterre, le roi du Royaume-Uni. Charles III qui a le cancer, le bonhomme. Le bonhomme, il a 75 ans, je pense. Il a le cancer. L'affaire, c'est qu'il n'a pas le cancer de la prostate. L'histoire, c'est qu'il y a eu un traitement, il y a eu une opération, parce qu'il y avait un genre d'hypertrophie de la prostate. Et quand ils sont allés faire l'espèce de petite opération, ils se sont aperçus qu'il y avait un cancer. Mais là, on ne sait pas les détails de ce cancer-là. On ne le sait pas encore. Mais ce n'est pas un cancer de la prostate, là. Ça serait d'autres choses. Mais tout de suite, il faut qu'il y ait des traitements. Donc, il ne faut pas qu'il niaise, là. C'est le roi aussi. Lui, il n'attend pas. Il attend pas à l'urgence, là. Faut que je comprenne. Il n'attend pas 17 heures à l'urgence, là. Mais l'affaire, c'est que le roi, lui, il y a un docteur. Il y a un peu comme son docteur. Lui, il a choisi son docteur, mais il l'avait depuis un bout de temps. Le gars, c'est un généraliste. Le gars, il est membre là, du Collège royal de médecine. C'est un vrai doc. Sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant qui fait beaucoup, beaucoup parler les Britanniques. C'est qu'il s'appelle Michael Nixon, le docteur. C'est que le gars, il a des pratiques alternatives de médecine. Le gars, là, c'est un weirdo solide. Là. Écrivez-moi pas pour dire la médecine alternative. Je comprends, là, on est ouvert à plein de choses. Okay, mais on parle pour parler.
L'affaire, c'est que le médecin, c'est le genre de gars, OK, il fait de l'herboristerie, là. Fait que, tu sais, oui, il est docteur, mais en même temps, il fait des genres de concoctions de plantes. Tu sais, il y a des espèces de plantes, là, des espèces de tisanes d'arbustes africains. Là. Tu vois, oui, pas patente, le gars, là. Fait que là, en Angleterre, le monde, on dit, un peu, là, le bonhomme, c'est-tu le bon médecin pour le roi? Tu sais, là, c'est quand même le roi, là. On peut savoir un médecin plus straight un peu. Tu sais, c'est même. Tu sais, le gars, à un moment donné, le roi. Il y avait un problème à l'épaule. Il avait fait un faux mouvement. Il avait mal à l'épaule, telle affaire. Puis il y a eu son traitement pour son mal d'épaule. C'était des prières. Parce que le médecin, il vient faire des prières avec toi. Donc, il y avait des séries de prières, puis il y avait une tisane une genre de tisane avec de l'herbe de chèvre. Il y avait ça de l'herbe de chèvre cornée. Mais quand tu fouilles, là, de l'herbe de chèvre cornée, là, c'est quelque chose pour donner de la vitalité. Il y en a qui se servent. C'est comme le Viagra naturel. Beaucoup de monde utilise l'herbe de chèvre cornée pour bander. Là. Donc, dans sa médecine, il y a des patentes naturelles de même très, très louches. Comment s'appelle la pas belle, Camilla. là? Camilla a dû passer au cash, elle a dû se faire... Oui. Il avait plus mal à l'épaule. Non. Mais il était dur comme du bois. Il avait mal à l'épaule, mais il était bandé comme un cheval. Bandé comme un cheval, voilà l'affaire. Mais puis là, l'affaire, c'est que ça a sorti... L'histoire, là, que le médecin, il est bizarre, ça a sorti publiquement. C'est ça, le monde, il disait, un peu, c'est qui ce gars-là? C'est quoi sa patente-là? Non, mais c'est une drôle de gang, ça, là. Trouve? Voyons, c'est une drôle de gang, là. Êtes-vous surpris de ça? Paraît-il que Voyons, c'est du monde qui joue dans les culottes à longueur de journée, ça, là. C'est qu'ils font de le vie, les autres. Ah oui, ils ont juste ça à faire. Ah oui. Il paraît que le roi, il veut se guérir naturellement. Il veut prendre le moins... Il veut prendre des affaires naturelles tout le temps. Ah, mais ça, c'est Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pris... La COVID, ils n'ont pas eu... Cette famille-là, la COVID, ils n'ont pas eu de vaccin. Oh, ils n'ont pas eu de vaccin, j'en suis convaincu. Ben non. Non, ils n'ont pas eu de vaccin, eux autres. Non, ça, tu peux être sûr. Non, c'est des genres de... Tu sais, rendus loin dans la patente, là, les familles royales, c'est... Et au début, c'est pas pareil. T'sais, pour monter au trône, faut que tu te battes, faut que tu passes ta place, faut que ça brasse. Mais une fois que tu es devenu des pachas, là, par après, c'est ça, là. C'est du monde... c'est du monde qui ont c'est l'oisiveté totale, là. Oui, c'est ça. Là, Buckingham Palace, pour rassurer le monde, Buckingham Palace a sorti, puis on dit... regarde, il y a la médecine. C'est un médecin qui utilise la médecine conventionnelle et aussi a de la médecine parallèle. Donc, il utilise les deux médecines, ce gars-là. Mais en réalité, le gars, c'est un hyper weirdo, là. J'ai trouvé ça comme... Mais c'est toutes les potions que le gars fait. C'est vraiment correct. Hey, je reste dans le coin, je m'en vais en Écosse. Le ministre de la Santé de l'Écosse, c'est le Dubé écossais. Mm-hmm. Enfin, c'est le Dubé. Le gars... Sauf qu'il prend un coup. Ah, ouais, non, oublie ça, non. En Écosse, ils prennent beaucoup de boissons. Ici, je ne sais pas. Le gars, il s'en va. Le ministre de la Santé écossais, il part en vacances. C'est une question. Je vais vous poser une question. Okay? Je vous la pose tout de suite, puis après, je vais raconter mon histoire. Si ça arrive au Québec, est-ce que le gars démissionne? OK. Je pose ma question. Donc, mon histoire. Donc, la question est avant l'histoire. Voilà. Si ça arrive au Québec, est-ce que le gars démissionne? Le ministre de la Santé écossais s'en va en vacances au Maroc avec sa femme. C'est sûr. Il fait beau tout le temps au Maroc. C'est 330 jours de soleil par année. Il s'en va au Maroc en vacances. Il va avec sa femme et ses deux enfants. Deux petits. Je ne sais pas quel âge qu'ils ont, là, mais la dizaine d'années, peut-être les flots. La fait, c'est que quand il revient de vacances, il y a un bill de roaming de 11 000 bâtons. 11 000 C'est bon. C'est peu. Hey, du roaming aujourd'hui en 2021. Là, 2024, il faut que tu sois calme. Voilà. Le gars, le gars, il n'est pas là. Ça veut dire, comme beaucoup de politiciens. On s'entend-tu? La face, c'est que quand le gars, il revient... Hey, tu rentres dans les aéroports, il y a des cartes SIM à cette heure. Ah oui. Il y a des stands à cartes SIM
que tu peux mettre dans ton téléphone, il y en a partout. C'est ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'au Maroc, je le sais, je suis allé assez souvent. Au Maroc, la face, c'est que il faut être comme ton kit. Tu sais, t'as pas le kit européen. Tu as le kit. Juste un kit marocain, ça coûte rien. Mais la face, c'est que si tu n'as pas le kit marocain, ben on s'entend-tu que tu es mal pris, là. Même si c'est un kit européen, c'est ce que je veux dire. Donc, le gars, il revient chez eux, Jeff. Et là, à un moment donné, à l'interne, hein, dans le gouvernement, ça coûtait cher, 11 000 de données à l'étranger. Le gars, il décide d'en payer 3 000. Puis le 8 000, ils l'ont mis sur le bill du gouvernement. Il dit, je vais en payer une partie parce qu'il dit, oui, je comprends, j'ai utilisé c'était sur des tablettes. J'ai utilisé des tablettes, j'ai travaillé. Donc, j'en paye un 3 000, puis l'autre 8 000, ben, c'est le gouvernement qui va payer. Mais là, l'affaire, c'est que c'est à la sortie publique. Le gars, il dit, OK, c'est correct, c'est beau. Je vais payer le 8 000. Je vais payer le bill au complet, en fin de compte. Là, ça n'a pas passé. Le monde, il dit, hey, tu parles d'un crime de crosseur. Tu veux dire, c'est méchant. Au début, il voulait cacher le 11 000. Après ça, il a payé un 3 000. Puis après ça, il arrive, il dit, je vais leur payer le 11 000. Non. Ça n'a pas passé. Le gars, il a fallu qu'il démissionne. Là. Je repose ma question. Est-ce que si ça arrive au Québec, le ministre démissionne? Non, il y a une promotion. La bombe, elle s'est démissionnée. Non, La bombe, c'est 15 000. Là. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça reste à 15 000 bâtons pareil. Bon, je sais pas comment ça marche. Bon, je sais pas, moi. Mais il faut t'écouter beaucoup de vidéos. Monsieur très haineux, très haineux. On s'entend-tu Très haineux et pas très techno. Oui, c'est ça. Mais on s'entend-tu que pour monter un bill de 11 000 au Maroc, ou je sais pas, la bombe où ce qui était, faut que t'écoutes du vidéo. Là. On s'entend-tu? Oui. C'est pas des emails. Là. Christophe, arrêtez. Là. Puis c'est pas aller sur Facebook 2-3 fois par jour. Oubliez ça. Non. C'est du vidéo à temps plein. Donc, l'Écossais, lui, ses enfants étaient branchés Il y a directement. des vidéos de Milf en train de se faire défoncer par deux de ses comment ça s'appelle ça? Des stepsons? Oui. Oui, les fils de son chum. Les fils de son amoureux. Milf Channel. De avoir juste pour Milf Channel, des patentes de main, de avoir 7-8 000 $, le bonhomme. Oui. Crosseur. Au Québec, il n'y a personne démissionne. Oublie ça. Là. Ah non, c'est ça, personne ne démissionne. Ça, c'est Mais sûr. non. J'ai fait des choses, j'ai travaillé, ça nous a permis d'avoir un contrat, puis on a fait telle affaire, puis tout est beau, puis non, c'est correct. On fait ça pour les changements climatiques. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais les changements climatiques. Je travaillais sur un dossier pour les changements climatiques. Le travail que j'ai fait nous a permis d'économiser 50 tonnes de GES. Ah, c'est beau, ça. C'est ça pas passe. cher par tonne de GES. Ça passe. Là, tu dis, ouais, mais t'es allé au Maroc pareil. Oh, moi, je vais planter des arbres. Oui, exact. Ça se termine toujours le même. Hey, la compagnie, ça c'est spécial. Je sais, Jeff, que c'est pas pour toi. Je te connais un petit peu. Okay? Je te connais pas parfaitement, mais je te connais un petit peu. La compagnie New Balance, c'est un beau brand, ça, New Balance. Les espadrilles sont tout à fait extraordinaires. Moi, j'ai déjà couru, j'ai changé peut-être 4-5 fois de marque d'espadrilles dans le temps que j'étais plus mince, puis je courais. Mais New Balance... Moi, je portais des New Balance quand j'avais 16 ans. Oui, mais New Balance, ça existe depuis 1906. Là, c'est un brand historique. Brand américain historique. J'ai des T-shirts New Balance. Oui, exactement. Donc, New Balance, ils ont une gamme... Belle marque. Très, 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 très belle marque. Mais là, l'affaire, c'est que, on le sait, les grandes compagnies, il faut qu'ils se mettent, dans le mode du jour. On parle d'économie circulaire. Économie circulaire, c'est que ça circule, ça revient. Là, l'affaire, c'est que New Balance a sorti ça vient de sortir là. Ça fait pas longtemps. Ça s'appelle New Balance Reconsidered.com. New Balance reconsidéré.com. Ça veut dire quoi? Ils vendent des espadrilles usagées. Ah, regarde, ça, tu peux, c'est non.
J'ai pensé à toi, Jeff. Non, puis Non, ça- j'ai pensé... Ouais, attends un peu. non. Non, j'ai pensé à toi. Non, Non, mais... c'est quoi, là? C'est quoi, le Fruit of the Loom est sur le bord de commencer à vendre des bobettes déjà utilisées, là? Mais c'est Tu sais, l'économie. Des pieds, des bobettes, des patates. Non. L'économie circulaire. Mais le gars, Ouais. le gars avant toi, il était nu-pied dans ses espadrilles. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Non. Non. L'affaire, c'est qu'eux autres, ils rachètent. Ben, l'affaire, c'est qu'ils rachètent tes vieux espadrilles. On s'entend-tu? Faut se le dire, là. On dit vieux, là. C'est pas tes galoches, là, qui sont finis, là. C'est-à-dire, c'est quand même des espadrilles ils ont déjà été utilisés, mais ils sont encore pas pires. Mais l'affaire, c'est que sur le site Internet, il y a deux choses. La grande majorité, c'est du stock qui a déjà été porté. Et l'autre partie, ça, c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est des espadrilles où il y a des fois une petite erreur. Exemple, le N est croche sur l'espadrille. Il y a une petite... Ça, je suis preneur. Tu sais, un mini défaut de faiblesse. Tu sais, une petite couture qui était bleue puis elle est rouge. Mais est-ce qu'ils disent, c'est quoi ils disent-tu que ça a déjà été porté, puis l'autre, c'est un défaut de fabrication ou c'est tout mélangé? Je suis allé voir le site et je pense que c'est mélangé. Je n'ai pas, le détail. Si l'espadrille a déjà été portée ou c'est un neuf avec un défaut. Ah, ben regarde, je peux pas. Mais je regarde quand même les prix. Tu sais, une paire d'espadrilles qui se détaille à 140$ sur le marché, t'es à 67, sont les 5, sont les 7. Là. Tu sais, il y a une super paire de haut de gamme, là, genre 180$, t'es à 100$. Là. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait Non. pour tout le monde. Je sais que toi, Jeff, c'est sûr que s'ils ont été portés... Non, mais il y a assez de fous dans la société pour trouver un marché, là. Moi, Oui, je il y en suis a- pas dessus, là. Oublie ça, là. Moi, je suis incapable. Juste de penser à ça, yark. Non. Penser que quelqu'un qui avait une verrue plantaire puis qui a mis son espadrille avec un pas de bas... Non. Non, ça ne fait pas. Ah, mais ils refont tout, puis ils désinfectent. Puis... Non. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont. C'est ce qu'ils disent. Puis ça, c'est le bout intéressant, c'est qu'ils ont une nouvelle technologie. Ils ont une machine, pour vrai, là. Une machine qui nettoie parfaitement les espadrilles sans utiliser aucune eau. Donc, je ne sais pas trop, c'est un genre d'onde ou je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, l'espadrille est nettoyée au complet. Là. C'est pas. Ouais. Ça sent pas le swing. Là. Mais quand même, tu sais qu'ils ont été portés. Des fois, le gars avant toi, il avait le pied gauche un peu croche. Là, tu veux dire, il y a un Non. petit. On va dire, Non. attends. Je veux pas. Je veux pas. Faut- On a-tu une dernière vite dans la boîte à pids? Faut-tu faire un petit break? Un petit break là? Oh, ben regarde, effectivement, ce qu'on va faire, regardez ça. Je regarde le timing, on va poursuivre pour nos abonnés sur radiopirate.com pour les membres Prime. Puis on s'en va ailleurs pour ceux qui sont sur le live. C'est vendredi, week-end du Super Bowl. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Every hour. Juste du bon stock. Du bon stock. Get pirate or get out. Le vendredi, plus souvent qu'autrement, on a Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuable.ca. Nicolas, t'es salué, mon ami, avec notre ami Jerry également de son bord. Le financement des partis politiques, on veut démystifier les mécanismes et exposer la CAQ pour son opportunisme crasse. Encore. Ben oui, encore, parce qu'on s'entend que dans les dernières semaines, on a entendu parler pas mal là, du financement des partis politiques depuis que on sait qu'il y a eu au moins 2 députés de la CAQ qui se sont fait épingler ou du moins qui ont été mis sous investigation par le commissaire à l'éthique parce qu'ils ont utilisé un peu leurs événements de financement, leur cocktail de financement pour la CAQ pour attirer des pointures des électeurs, pas des électeurs, pardon, mais des élus locaux pour essayer dans le fond de monnayer l'accès à des ministres à travers des dons faits à la CAQ. Grosso modo, vous faites un don à la CAQ et vous allez avoir plus facilement accès à un ministre une fois rendu sur place. Et bon, là, on sait que Sylvain Lévesque, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est donc le député de Chauveau, puis on a aussi le député Louis-Charles Touin dans Rousseau. Les deux sont sous enquête, mais François Legault, lui, a pris ça comme un insulte. Parce que ces gens-là ont manqué d'intégrité, ou du moins ont manqué à l'éthique quand ils ont fait ces démarches-là. Bien sûr, c'est pas
c'est encore sous investigation. Mais à cause de ça, François Legault a décidé de faire la pire overreaction possible. Il a décidé de faire une lettre qu'il a publiée, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais où est-ce qu'il indique qu'il ne va jamais accepter que l'intégrité de la CAQ soit questionnée. Et que pour donner suite à ça, il va arrêter d'accepter des contributions politiques à la CAQ. Puis il encourage en plus, il met au défi les autres formations politiques à en faire de même. Et il associe essentiellement la notion de l'intégrité à la question des dons ou du financement privé en politique. Sauf qu'il joue beaucoup sur les mots, puis je trouve qu'on a vraiment très mal utilisé le terme dans les dernières semaines quand on a parlé du financement politique parce qu'on fait référence au financement privé alors que le véritable terme qui s'applique, c'est contribution populaire ou simplement des dons de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on essaie en ce moment de faire croire qu'il y a un problème avec le financement des partis politiques et qu'il faudrait, comme le proposait en fait François Legault, mettre fin aux contributions privées dans les partis politiques. Comme si le privé était autre chose que vous et moi qui fait un don jusqu'à 100 $ par année maximum à une formation politique. François Legault, lui, a réussi à nous faire croire que non, le problème est plus gros que ça et qu'en réalité, il y aurait du financement des entreprises qui rentrent là-dedans. Il y aurait, autrement, il y aurait des dons étrangers ou autres, comme si on était essentiellement dans le modèle américain. Et sa suggestion, c'est essentiellement mettre fin à toute forme de financement privé. Mais juste pour le fun, je peux vous proposer l'exercice suivant. Pouvez-vous me faire une liste exhaustive des pays qui empêchent les gens de faire des contributions à leur parti politique? Ouais, il y en a combien de ça? Pas beaucoup. Mais c'est une belle liste. On peut commencer. Il y en a pas loin de 4. OK, c'est tous des pays douteux, là. Ben oui. Ben écoutez, Cuba, Corée du Nord, Syrie, Iran, Érythrée. Quoique pour l'Iran et la Syrie, c'est légal, mais c'est encore une fois, c'est extrêmement contrôlé. Puis là, ça peut être une pénalité qui va aller jusqu'à la mort si vous êtes comment dire, si vous allez au-delà de la loi. Mais même en Chine, si jamais le Québec décide de mettre fin aux contributions volontaires aux partis politiques, même la Chine serait techniquement un peu plus démocratique parce que même si c'est un parti unique et communiste, il en reste pas moins que les Chinois ont le droit de faire des contributions à leur formation politique, au Parti communiste chinois. En revanche, ils vont recevoir des formes de faveurs, si on veut, ou certains avantages fiscaux, mais c'est pas mal là que ça se limite. Mais le Québec serait la seule démocratie dans tous les pays, en tout cas du moins dans tout l'Occident au minimum, qui empêcherait les citoyens à faire des contributions à leur parti politique, que ce soit au PCQ, au Parti libéral ou à la CAQ directement. C'est complètement débile de penser que ce soit une solution comme telle qui est même proposée puis qui n'est pas tant plus questionnée que ça de la part d'une certaine élite médiatique qui a laissé un peu passer ça, laisser aller comme si c'était juste un débat de fond, alors que c'est un débat qui est vraiment important pour la démocratie. Quand on est rendu à dire que faire un don à un parti politique, c'est une menace ou que ça peut emmener une question comment dire, ça amène une confusion par rapport à l'intégrité d'un parti politique parce qu'il a reçu 100 $ dans un événement, puis le ministre était présent. D'un, ça a toujours été de même. C'est de même dans à peu près tous les pays démocratiques. Le financement privé des partis politiques, c'est totalement correct. Donc, finalement, d'avoir pogné les nerfs sur les députés, c'était peut-être une erreur en partant. Parce que c'est peut-être un peu d'hypocrisie, là. Comme tu dis. Moi, c'est à l'inverse. Moi, c'est... je comprends qu'aux États-Unis, c'est les PAC, là, mais ultimement, ça vient au parti politique pareil. Moi, j'ai pas de problème à ce que il n'y ait pas de limite que les entreprises donnent, que des partis... La seule chose, je veux un registre. Je veux un registre public, c'est-à-dire que je veux aller voir qui a donné à tel député. Je veux savoir combien il a reçu, je veux savoir quelle compagnie, je veux savoir quel particulier. Je veux voir ça pour le parti aussi en général. Je veux le voir pour le premier ministre. Je veux le voir pour tout le monde. Je veux une base de données claire pour me faire une idée quand il arrive quelque chose. C'est sûr qu'au pouvoir, ils vont donner un break à telle compagnie. Cette compagnie-là a donné 2 millions de $ pour leur campagne électorale. Moi, je suis pour une liberté totale, mais une transparence totale également. Ben, ça, c'est déjà le cas au moins avec le DGEQ, ne serait-ce que pour les dons de monsieur, madame, tout le monde, c'est transparent, puis c'est directement affiché sur le site du DGEQ. Oui. Par contre, c'est sûr qu'au Québec, c'est pas mal juste ça c'est les seuls qui ont le droit de faire des dons, en fait. Vous êtes limité à 100 $ depuis 2013. Au maximum. Ouais, mais les compagnies prennent ça, ils décident, mettons, ils ont 250 employés. Ils demandent aux employés de faire un don de 100 $ chaque. Là, c'est les rembourser dans un genre de compte de dépenses quelconque. C'est un peu caché. Ils arrivent avec des factures de gaz, des patentes de même. Des cartes cadeaux. Ils font pareil. Là.
Il donne des cartes, ben, il donne des cartes cadeaux à la secrétaire, puis elle donne 50$ au parti. Là. C'est ça. Ben, c'est sûr que du prête-nom, il doit en avoir encore un peu au Québec, même s'il Ben y a eu voyons. une commission là-dessus pour y mettre fin. C'est sûr qu'il doit en Niaiseur. avoir probablement beaucoup moins qu'avant, par contre, parce que veux pas, les punitions, ou comment dire, les conséquences sont pas mal plus sévères maintenant quand tu fais. Si tu fais un don moindrement de 150$ au lieu de 100$ durant une année qui est non électorale, tu peux te faire tomber dessus par le DGEQ puis avoir une grosse amende. Là, c'est ça. Fait que c'est sûr que veux pas, les pratiques ont beaucoup changé. Il doit encore avoir des pratiques illégales, mais les entreprises au Québec sont pas du tout impliquées dans le financement des partis politiques, du moins pas directement. Puis si c'est le cas, c'est illégalement. Mais quand on prend ça de notre Ben, mais moi, côté, c'est pour ça que. au Ben, voilà. Bon, C'est au pour Québec, ça. Tu l'as nommé, là. Tu viens de le dire. Tu viens de dire la bonne affaire. Moi, c'est ce que je pense. C'est que en interdisant les compagnies, bon, les compagnies font des manigances. Moi, je suis certain qu'ils le font pareil via des employés. C'est quand même assez dur à vérifier. Mais c'est surtout que ça pousse des dons cachés au black, donc sur le black market, des enveloppes brunes. Ça implique un paquet d'affaires. Plus tu encadres, plus tu limites, tu ne peux pas empêcher l'homme d'être un homme. L'homme va toujours essayer de se rapprocher du pouvoir. Une compagnie, oui, c'est pas une compagnie, c'est rien, mais je veux dire, la compagnie est dirigée par un humain. L'humain, il va avoir accès aux politiciens, il va avoir accès aux élus. Il va trouver un moyen d'y aller. Il va trouver un moyen de se rendre jusque-là. C'est sûr qu'il va le trouver. Donc, c'est pour ça que je dis que laissons aller librement à 100%. Puis, on a après ça une transparence. Puis ça va arrêter cette affaire-là. Ça va arrêter toutes les affaires par en dessous. Là. Ben, moi, c'est drôle, je vois le problème aussi d'un autre côté où est-ce qu'en ce moment, si on est pour effectivement libéraliser les dons aux partis politiques, puis dire, écoute, il n'y a pas de problème avec ça, on devrait plutôt laisser les gens donner autant qu'ils veulent. D'un autre côté, je ne suis pas d'accord que les partis politiques continuent à recevoir des millions de la part des contribuables. Quand on regarde 2022, pour le fun, si on compare les contributions volontaires versus les dons, versus le financement public qui a été perçu par les partis politiques, c'est carrément la nuit et le jour. Là. Les contributions, toutes les partis politiques combinés au Québec ont perçu 5,4 millions de dollars en 2022. Quand, par exemple, par rapport au financement public, ils ont reçu 28 millions de dollars en 2022. Donc, c'est quand même énorme comme différence. Puis, on s'entend que la plupart de ces montants-là sont séparés entre les 4 qui sont à l'Assemblée nationale présentement, puis une partie, oui, qui revenait également au Parti conservateur du Québec. Mais au final, je veux dire, en ce moment, là, ce que propose la CAQ ou ce que propose François Legault, c'est de prendre le 5,4 millions, de l'annuler, qu'il n'y ait plus jamais de donation. Puis, au final, ça va plutôt venir du gouvernement directement. Donc, on va prendre le 5,4 millions, puis ça va venir de vos taxes plutôt que de vos contributions volontaires. Et le gros problème avec ça aussi, puis ça, c'est l'aspect démocratique qui est quand même assez inquiétant. Mais il n'y a pas de nouveau parti qui peut arriver, là. Exactement. Même si, dans sa conférence de presse, quand il a annoncé ça, François Legault, puis c'est là qu'il a dit le fameux mot shit, là, quand il s'est fait pogner en pleine conférence de presse là-dessus. Puis essentiellement, il a dit bon, ben, on va faire des ajustements ou des exceptions pour les nouveaux partis politiques. Mais encore là, tu peux pas faire ça. Un excellent exemple, c'est le Parti conservateur du Québec, parce que le parti est né en 2012. Mais ils ont eu leur premier succès électoral, si on peut dire, dans le fond, où ils ont vraiment eu un bon nombre de votes en 2022. Ça leur a pris 10 ans. C'est plus un nouveau parti, qu'on le veuille ou pas. C'est quand même assez jeune quand tu le compares au PLQ puis au PQ. Mais à partir de quel moment on décide qu'un parti est nouveau ou pas? Puis d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi est-ce que tu mettrais une exception à un nouveau parti politique, mais les anciens, certains sont probablement très bien intégrés dans la démocratie, ils n'auraient pas le droit également. Fait que, d'une manière ou d'une autre, tout ça arrive, puis ça, je littéralement aller un petit peu dans les zones partisanes puis dire que c'est un petit peu à cause du PQ que ça se passe en ce moment, toute cette histoire-là, pour deux raisons. De un, les sondages, on les a tous vus. Mais la deuxième chose aussi, c'est que le parti qui domine dans le financement privé au Québec depuis toujours ou presque, c'est le Parti québécois. Ne serait-ce que dans le Parti populaire, c'est eux qui ont le plus de donateurs, c'est eux qui ont le plus de capacité à lever de l'argent rapidement. Puis on s'entend que les partis politiques au Québec, ils ont des mécanismes qui les avantagent par rapport au nombre de dons qu'ils reçoivent. Ils ont un revenu d'appariement, ils ont un revenu par vote, etc. Ce qui fait en sorte que, est-ce que la CAQ essaye finalement de faire de manipuler l'opinion publique par rapport aux contributions volontaires aux partis politiques juste pour s'attaquer au PQ et essayer de leur couper l'herbe sous le pied. J'espère que c'est pas ça. J'espère 100% de me tromper que finalement François Legault Ouais, c'est probablement pas mal ça.
Mais c'est honnêtement dangereux, là, je veux dire, puis c'est dommage que pas plus de personnes s'insurgent de ça parce que c'est carrément la démocratie au Québec qui est encore une fois malmenée. C'est pas la première fois dans les dernières années qu'on voit ça, mais il faudrait pas non plus que ça devienne une tradition qu'on perpétue, là, puis qu'on accepte que finalement, on va perdre cette capacité à supporter les partis qu'on appuie ou sinon qu'on va perdre la capacité de même créer des mouvements politiques dans le futur, là. Écoute, euh, tu me rappelles qu'on a donné le qualificatif de menteur à François Legault depuis quelques années parce que ce gars-là a menti, menti, menti. Il a menti tout le long de la COVID, lui et sa gang alentour de lui. Il a menti à la dernière campagne électorale, c'était dégueulasse. Le terme dangereux, je ne l'haïs pas. Je ne l'haïs pas parce que je pense que ça résume. Tu sais, des fois, là, le gars, il a l'air d'un bonhomme. Il a l'air de mon oncle. Il a l'air d'un mononcle. On a l'impression qu'un mononcle, ça peut pas être pas fin. Tu sais, ça peut pas. Parce que. Ah, ben bonjour, ça va. Le gars, il est. Oui, oui. Il est capable d'être de même. Il est capable de jouer ce game-là pour uniquement garder le pouvoir. C'est un gars qui est dangereux. Il faut le dire, c'est un gars qui est dangereux. Autre sujet, Nick, vas-y donc avec le sujet qui fait paniquer beaucoup de monde parce que tu as beaucoup de monde, Stéphane Bruyère nous le disait cette semaine, tu as beaucoup de monde qui ont signé, mettons, un 5 ans en 2018, qu'après 2018, les taux qui ont signé, mettons, à 3,2, 3,3 sont baissés à 2, 1,8, 1,9, ont voulu avoir une nouvelle entente de 1,8, 1,9, mais il y avait une pénalité de 15 000, 17 000, 18 000 $ pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc là, ils ont vécu avec le 1,5 % de plus sur leur prêt hypothécaire depuis 2018. Là, c'est rendu à leur tour de renouveler l'hypothèque. Et l'hypothèque va être à quelque chose comme 5,5, 6 si jamais ils retombent dans un 5 ans fermé, à moins qu'ils y aillent avec du variable. Mais si, mettons, ils restent avec du fermé aux alentours de 5, 5,5, 5 ans, et là, les taux ne bougeront pas avant qu'ils reviennent avec leur renouvellement. Ça n'arrivera pas, là. On le voit, le gouvernement est un peu fourré avec l'histoire des taux, du taux directeur qui va avoir un impact sur les taux hypothécaires. Absolument. Puis, tu sais, on s'attendait à une meilleure nouvelle de la part de la Banque du Canada la semaine dernière quand ils ont annoncé que finalement le taux directeur, je pense qu'il était à 5 mais il allait rester à ce niveau-là. Par contre, c'est ce qui est un peu encourageant peut-être pour certains, puis je peux pas dire non plus que c'est la chose la plus encourageante parce que ça vient avec un bémol, c'est qu'on a eu une première ouverture de la part de Tiff Macklem par rapport, que le gouverneur de la Banque du Canada par rapport à la possibilité de réduire les taux. Ne serait-ce que c'est la première fois qu'il était un peu plus comment dire, ouvert à ça depuis 2022. Donc, déjà, ça, c'est pas pire. Par contre, le gros bémol qui est important, c'est qu'il a accusé carrément les dépenses gouvernementales d'être responsables, en fait, de l'inflation. Et c'est sûr et certain que tant que les gouvernements vont continuer à dépenser autant, puis ça inclut autant le gouvernement fédéral que le gouvernement à Québec, et que tous les gouvernements provinciaux comme tels, ils ne seront pas en mesure de baisser les taux d'intérêt et malheureusement, on va donc se retrouver avec une période d'inflation qui va perdurer. Puis, dans le fond, on comprend de la part de la Banque du Canada que finalement, il y a une corrélation de plus en plus évidente entre les dépenses gouvernementales qui ne font que grimper, qui ont explosé durant la pandémie, mais qui n'ont jamais redescendu, et l'inflation avec laquelle on deal depuis quelques temps. C'est pas la faute des chefs d'entreprise dans les épiceries ou dans les différents commerces à droite et à gauche qui sont responsables de l'inflation quand on regarde finalement ce que la Banque du Canada nous a révélé dans les dernières semaines. Par contre, le gros problème, c'est que la tendance dépensière actuellement, elle n'est pas du tout révisée. Quand on regarde Ottawa présentement, au courant des 6 prochaines années, ils veulent augmenter jusqu'à 10 milliards de plus par année les dépenses. On n'a aucune tentative de réduire ou de restructurer l'État. Juste pour vous expliquer un peu les chiffres rapidement, en 2015, il y avait 257 000 fonctionnaires fédéraux. Mais, 2023, il y en avait 357 000. On a Ah! augmenté le nombre de fonctionnaires. On augmente les Arrête. dépenses, on a augmenté de plus de c'est 40 étourdissant. milliards. Donc, Ah. c'est débile ce qui se passe au niveau de la fonction publique fédérale, puis au niveau de toutes les dépenses comme telles. C'est là que se trouve le nœud du problème, mais malheureusement, c'est là qu'il y a le moins d'écoute par rapport à tout ce qui est dit par la Banque du Canada. Puis c'est drôle parce que c'est pas la première fois que Tiff Macklem dit ça. Il disait il y a quelques mois, en fait, juste avant le temps des fêtes, il accusait carrément les déficits du gouvernement Trudeau d'avoir un impact sur l'inflation. Encore là, on a vu littéralement 2 semaines après, la ministre Chrystia Freeland proposait en fait sa mise à jour économique, puis elle disait carrément qu'on allait augmenter les déficits à 40 milliards cette année. Donc,
c'est vraiment deux mondes différents, la Banque du Canada versus le gouvernement. Je ne vais pas non plus faire l'apologie de la Banque du Canada parce qu'ils se sont distribués des bonis durant la pandémie. Ils ont pris trop de temps à agir avant de s'attaquer à l'inflation puis à littéralement envoyer des signaux forts à Ottawa pour réduire les dépenses puis l'endettement. Mais de l'autre côté, pour une fois, ils ont le gros bout de l'argument. Puis à Québec, c'est encore pire. Parce que la réalité, c'est que, là, je sors un peu des sentiers battus, là, mais la Banque Scotia a sorti également un rapport il y a quelques temps, qui dit également que les dépenses gouvernementales sont responsables de l'inflation, mais pas juste les dépenses à Ottawa, les dépenses des provinces également, et Québec n'y échappe pas. Puis Québec est dans une situation où est-ce qu'on va repousser à plus tard l'équilibre budgétaire. Ça, c'est ce qu'Éric Girard a dit récemment. On peut oublier ça pour du 2027-2028 parce qu'on va avoir plus gros déficit que prévu cette année parce qu'on a moins de revenus des sociétés d'État. On a littéralement une économie qui est au ralenti. Et par-dessus le marché, on vient donner 17,4 à la plupart de la fonction publique québécoise. On vient donner littéralement 11 milliards de plus que prévu sur un plateau d'argent à la fonction publique. Puis là, on va effectivement manquer de moyens pour compenser ça. Mais une chose est sûre, les dépenses augmentent. On n'a aucune tentative de restructurer l'État, autant au fédéral qu'au provincial. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'inflation continue au Québec puis dans le reste du Canada. En fait, au Québec, c'est la plus forte inflation au Canada, déjà, il faut le rappeler. Mais au Canada, on n'a pas fini de... On a la plus forte inflation en Amérique du Nord. Oui. Mais là, avec ça, là, on peut-tu se ramasser? Parce que historiquement, le Canada et les États-Unis, tu as comme un genre de le petit qui suit le gros. Mais on peut-tu se ramasser à un moment donné un genre de pays de cul du Nord où ici, l'économie est au ralenti, les taux sont élevés. Les prix augmentent. Les prix augmentent, tandis qu'au Sud, tu as une économie qui est dynamique, les taux d'intérêt un petit peu plus bas. On peut se ramasser vraiment avec une grosse différence entre le Canada et les États-Unis. Absolument, mais surtout que, tu sais, on est quand même aussi au Québec la seule place qui va mettre 870 millions de dollars dans un stade dans lequel aucune équipe sportive ne se produit, là. Donc, là, rajoute-en pas, là. Ouais. Je l'avais oublié. Je suis désolé, il fallait que je retourne le couteau dans la plaie, mais au final, c'est ces éléments-là qui n'aident clairement pas. Puis il y a une raison pour laquelle il y a les équipes sportives ne viennent pas au Québec d'ailleurs. C'est en bonne partie à cause de notre cadre réglementaire, de nos impôts trop élevés. Fait que c'est sûr que si on continue à garder ce modèle où est-ce qu'on surtaxe, mais on dépense plus que qu'est-ce qu'on a, ça regarde très mal pour les générations futures. Moi, j'ai déjà fait le calcul par rapport au coût que ça nous coûte en intérêt d'ici les prochaines années, du moins d'ici 2030. Ça va nous coûter pas loin de 35 à 40 milliards juste en intérêt qu'on n'a pas nulle part, qu'on ne met pas dans aucune structure de l'État québécois parce qu'on dépense plus que ce qu'on peut, puis on accumule ça sur la dette. C'est débile, puis il n'y a vraiment aucune réaction de la part du gouvernement. En plus, François Legault, hier, il disait carrément que il accusait en fait les gens qui s'opposent à Nordvolt de s'opposer à tous les projets, puis c'est ce qui tient le Québec en arrière. Mais c'est quand même le même gouvernement qui a bloqué GNL Québec, qui a bloqué le développement des hydrocarbures, qui a bloqué, entre autres, on parle de développement de projets qui peuvent être bons pour l'économie, entre autres, le 3e lien de Québec. Bon, on a fait du 180 degrés à peu près là-dessus. On ne sait pas si on va le voir un jour. Mais c'est un des gouvernements aussi qui a le plus nuit aux nouveaux projets, puis qui subventionne de manière arbitraire les projets qui vont fonctionner, surtout la filière électrique, Ford Motors, GM, Nordvolt et compagnie. Mais toutes les autres se font dire non. Puis après ça, si vous n'acceptez pas ces projets-là, ben vous êtes contre le développement économique. Ce qui est assez contradictoire. Puis c'est une des raisons, on s'entend que si le gouvernement n'est pas en mesure de créer plus de richesses, pas le gouvernement, mais qu'au Québec, on ne crée pas plus de richesses, c'est sûr qu'au final, on n'aura pas plus de revenus pour les coffres du gouvernement. Puis on va se retrouver dans une situation où on fait juste s'endetter et dépenser ce qu'on n'a pas. Arrête. Je t'ai soufflé. Ouais. Je t'ai soufflé. Hey, écoute, là, il est là à défendre Nordvolt, puis il parle des entreprises parce que là, c'est leur projet dans lequel ils ont mis notre argent. Là, ils se rendent compte, là. Là, ils sont en train de se rendre compte que les organisations subventionnées par nos impôts, là, nuisent au développement de projets, parce que ça, c'est leur projet. Mais quand c'est d'autres projets, puis qui sont alliés qu'eux autres, ils les trouvent bien bons, par exemple. Là, ils les trouvent plus bons, là. Ça, c'est bizarre. Cette semaine, Jerry m'a raconté que Nordvolt, la première usine qui a été bâtie, qui est en opération, c'est celle de Suède. Yep. Et qu'en 2023, cette usine-là devait fonctionner à 100% de sa capacité. Et qu'on est en 2024 et que l'entreprise, en ce moment, fonctionne à 5% de sa capacité.
Je suis pas surpris de ça. Puis surtout, il faut rappeler C'est qu'on que subventionne la je, production. Hein. On subventionne la production de chaque oui, batterie qui vont sortir des usines. Tout est basé. On s'entend que si la productivité de l'usine est basse, ben, tu n'as pas besoin de main-d'œuvre également. Je veux dire, tu dois pas avoir des très gros besoins en main-d'œuvre pour assurer le fonctionnement de ton usine. Puis la plupart de la subvention qui a été accordée à Nordvolt, c'est sur la prémisse que ça va créer des jobs. Donc, j'ai hâte de voir parce que si on se ramasse avec une usine qui est peu productive puis qui ne crée pas autant de jobs, mais qu'on a mis pas loin de. Ben, c'est 7,4 milliards des deux gouvernements, mais 3 milliards du Québec pour 3 000 emplois, puis qu'on se retrouve avec une usine qui tourne pas rapidement, c'est ça. c'est clairement pas un bon indicatif. Puis en plus, si je me trompe pas, Nordvolt, ils ont des sociétés sœurs. Il me semble il y avait Italvolt, puis il y avait une autre compagnie Volt, je pense que c'était en Angleterre, qui sont des projets similaires et qui n'ont pas du tout levé, qui faisaient aussi qui étaient aussi dans des rounds de financement et que ça l'a complètement échoué ou que l'usine a réussi à lever de l'argent, mais que finalement, l'usine, elle n'a pas eu lieu, mais que l'argent s'est retrouvé quand même dans les coffres de Nordvolt. Donc, je sais pas à quel point ça s'est fondé, mais elle a effectivement plusieurs entités sœurs qui n'ont pas été des très grandes réussites également. Puis là, en plus, on regarde aux États-Unis, il y a un ralentissement dans les productions de batteries électriques, là, de plus en plus important dans plusieurs usines, entre autres celle de Ford Motors, puis de General Motors. En tout cas, les deux qui sont basés au Michigan, il y a un ralentissement fou là-dessus. Puis là, on est en train de préparer la construction d'une nouvelle usine, puis on regarde sa société sœur ailleurs qui produit presque rien. C'est ça. Ça indique vraiment, là, il n'y a que des red flags par rapport à Nordvolt. Mais c'est ça, Mais le gouvernement mais y les croyait détails, tellement qu'ils ont décidé de mettre notre argent là-dedans. le détail, si on y va là, avec les vraies affaires, là, c'est que l'usine a commencé à être bâtie en 2017. Est arrivée en opération, sauf que les prévisions de la compagnie, c'est qu'en 2023, ça, c'est les prévisions de 2017. Il est en 2017. Là. 2023, l'usine, elle roule à plein. Là, on est en 2023. On est en 2024, là. Mais là, l'usine, elle roule à 5 Donc là, ils ont dit, ouais, t'as peu, là. L'usine roule à 5 Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, non, ça va aller, l'usine va rouler à plein en 2025. Là, ils ont repoussé de 2 ans la patente, en 2025. OK, là, ils ont dit, ben là, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. C'est ça l'histoire, on ne connaît pas l'avenir. Mais c'est un peu inquiétant de savoir que cette usine-là, en ce moment, elle ne roule pas à plein du tout. Là. Elle roule à 5 de capacité et ils vont bâtir d'autres usines. Donc là, Non, mais arrêtez, là, ça va être une. C'est écrit dans le ciel que cette histoire-là va être quasiment. À la fin, on va avoir l'impression que c'était une fraude. Moi, je suis sûr que ça va mal finir. Nicolas, juste pour terminer, on y va à Radio-Canada qui s'est fait brasser cette semaine. Oui, ben Catherine Tate, la PDG de Radio-Canada, s'est fait ramasser. Là, ben, je pense que c'était plus la La semaine madame aux dernière. cheveux Mais au rouges, ça? final, Oui. C'est oui, la madame avec les cheveux exact. rouges? Exactement. Puis ben, justement, là, ce qu'il faut rappeler, c'est que juste avant le temps des fêtes, là, que Radio-Canada, ils ont annoncé qu'elle allait couper pas loin de 10 de leurs effectifs. Ils ont 6 600 employés, ils en mettent 600 à la porte cette année. Puis à ce moment-là, nous, ben, on avait déjà interpellé Radio-Canada puis les médias par rapport au fait qu'à Radio-Can, on distribue des bonnies à coût de dizaines de millions par année depuis plusieurs années. Et justement, Catherine Tate, elle s'est fait interpeller dans une entrevue par rapport à ça en se faisant demander puis maintenant que vous mettez 600 personnes à la porte de Radio-Can, allez-vous vous distribuer des bonnies? Considérant que votre Radio-Canada est déficitaire et par-dessus le marché, ben, vous venez de mettre 600 personnes à la porte. Donc, c'est peut-être pas le bon timing pour donner des bonnies. Et sur le coup, durant l'entrevue, Catherine Tate, elle a dit, ben, on va regarder. C'est pas garanti. On n'a pas encore discuté de ça, mais on va y revenir, on va revenir plus tard. Et là, ben, ça se trouve qu'il y a des députés qui étaient assez allumés, en fait, pour la forcer à passer en comité parlementaire, puis essayer de tirer les verres du nez, puis savoir est-ce que finalement, il va y avoir des bonnies qui vont être distribués à Radio-Canada. Et malheureusement, la réponse est oui. Donc, il va y avoir des vont être quand même distribués parmi les cadres surtout. Incroyable. On parle de primes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 là, pour l'année 2024-2025. Donc, c'est quand même assez énorme. Puis ça démontre que malgré le fait que c'est une société d'État qui est dans le rouge et qui est incapable, je veux dire, de regagner son auditoire, parce que si on regarde les chiffres là, au niveau du nombre de téléspectateurs, c'est en pente glissante depuis les dernières décennies, mais au final, on continue la même tradition de se distribuer des bonnies, surtout des bonnies qui, il faut le rappeler, ils viennent entièrement de l'argent des contribuables parce que Radio-Can est quasiment 100 financé par nos taxes et nos impôts. Donc, de se dire que non seulement ils font aucune modification là-dessus, mais ils continuent
Je veux dire, il double down sur la question de se donner des bonnies pendant que les autres perdent leur job, avec même l'argent des contribuables. Je veux dire, Non, c'est complètement débile, mais ça démontre effectivement la déconnexion monumentale qui existe dans les plus hautes sphères de la bureaucratie ils s'en fédérale. sacent. Ils s'en sacent complètement. Ils n'ont même pas peur de rien. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, pour plus de détails. D'abord, Nick est sur X, si vous voulez le suivre. Également, le site web de la Fédération canadienne des contribuables à contribuable avec un S.ca. Thank you, Nick. On se reparle Toujours dans un les plaisir. prochaines semaines, c'est sûr. On revient. Radiopirate.com. Fresh. The Revolution. Radiopirate.com. Steph Lachance, le grand patron de... D'ailleurs, fais-moi ton pitch de vente sur ton parti politique. Et je pense que maintenant, Jerry veut faire un don, de ce que je comprends. Là. Jerry est Explique-nous devenu ça un membre. peu. Je l'ai Je vu suis passer. rentré membre. Donc, félicitations, on est bien contents. Oui. Et puis, il va faire un don. Là, notre plateforme, là, on fait affaire avec une entreprise pour la plateforme au niveau du web là, pour les dons. On a eu il y a toujours des petits ajustements à faire au début. Là. Donc, il y a eu de la difficulté à le faire, mais là, je l'ai incité à réessayer et ça va fonctionner. Donc, Respect citoyen, un parti qui a été fondé le 4 juillet dernier par moi et quelques autres personnes. Tu dis le grand patron, je suis porte-parole média parce que le chef intérimaire pour l'instant, c'est Marc Roussin, mon collègue, qui est cofondateur. Puis la raison pourquoi c'est Marc est chef intérimaire pour l'instant, c'est que Marc n'a aucune intention d'aller à la chefferie. Alors, c'est pour ça qu'il est l'intérim, parce qu'il va y avoir chez Respect Citoyen. La beauté de Respect Citoyen, puis ça le dit dans le nom, c'est que les membres, et là, Jerry va pouvoir collaborer à ça et j'ai bien hâte, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'exprimer sur... ils vont pouvoir voter pour les candidats dans chacun des districts. Mhm. Ils vont pouvoir voter pour le candidat à la chefferie. Ils vont pouvoir aussi s'exprimer et voter pour la plateforme électorale. Donc, nous, on va vraiment bâtir quelque chose qui est à l'image de ce que les gens demandent. Et puis, c'est la beauté de ce qu'on propose. Moi, j'ai jamais donné... J'ai été membre de quelques partis politiques dans ma vie. Mhm. OK? J'ai jamais donné une scène. Je dis membre. Des fois, la carte de membre coûtait 5 piastres. Ouais. Parce qu'on parle de la patente, là. Mais je veux dire, j'ai jamais donné à une scène à un parti politique de ma vie. Jamais. C'est jamais arrivé. Vous allez être le premier. Là. Ben, on est tous... Parce que moi, je suis un gars de la ville. Moi, je suis un gars de C'est ça. Québec. Je suis un Ouais. gars de la ville de Québec. puis- c'est bon. Non, t'as pas. Non, la face, c'est que moi, je vais mourir à Québec. Là. Ouais. Et là, mon histoire. Là. Moi, je ne suis pas parti ailleurs dans le monde. Là. Moi, je suis ici que je vais crever dans ma maison à Beauport. Donc, pour moi, c'est important. C'est important d'avoir un jour à la mairie de Québec. Parce que on a peut-être eu des super maires à Québec, mais je m'en souviens pas. Là. Ça veut dire, moi, le gars de l'armée là, qu'on l'a eu là, pendant des Michel années, Lamontagne? Lamontagne. Mais moi, le bout de la montagne, moi, c'est flou dans ma tête. Là. Tu sais, Ouais, moi, c'est aux fraises un peu. Là. ben, j'étais moi, ça jeune. commence là dans mon esprit. Oui. Après ça, il y a eu Pelletier. Pelletier. Après ça, Marchand. Pas Marchand, Non. Jean-Paul Lallier. L'Allier. Après ça, tu as eu la mairesse Boucher pas longtemps. C'est ça. Après ça, c'était. Mais c'est la mairesse Régis. Boucher. La mairesse Boucher, elle avait peut-être 1 million de défauts, mais Calvas, ça dépensait pas boire. Hein. Ah, mais la mairesse Non. Boucher, sa force, c'est qu'elle connaissait tous ses dossiers. Écoute, Voilà. elle rentrait à la salle du conseil avec un trailer de papier. Elle était tout au courant. Tu sais, c'était la vieille méthode, mais il faut. C'était pas tout parfait, mais elle avait quand même. Il n'y a rien de parfait, mais l'affaire que je veux te dire, c'est une question de fricot parce que c'est ça qui. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Là. Tu sais, à un moment donné, moi, je veux pas avoir. Moi, j'ai une petite maison, là, je suis à Beauport. J'ai reçu mon compte de taxes là. Ouais. C'est 2600 quelques piastres de taxes. Tu dis, Jerry, c'est rien. Non, j'ai une petite maison de ville. Je vais me rembourser à 5000 piastres de taxes, moi, qui avec des folies à un moment donné. Je sais pas, moi. Qu'est-ce Mais qui ça se va passer? arriver. Là. Quand tu vas être à la retraite, tu vas avoir des frais fixes qui vont te pousser, toi et ta blonde, à te questionner si vous pouvez garder la maison. Là. Ça, c'est dégueulasse. Ça va être le cas de beaucoup de monde. Là. Oui. Des gens qui n'ont plus d'hypothèque, qui ont fait attention toute leur vie. Et ceux qui gèrent toute la patente alentour sont en train de pousser ce monde-là à vendre quelque chose qu'ils pensaient avoir jusqu'à leur mort. Ah non, il va y avoir des affaires atroces. Avec Ça, des- c'est pas pire. Tu es dans une petite maison avec un compte de taxes à 2600. Voilà. Mais il y a des gens qui ont un plein pied, pas tellement plus gros, puis ils sont rendus à 4-5 000, là, à cause de la grosseur du terrain. Tu comprends? Mhm. Ça, c'est des affaires affreuses. Là. Puis des gens qui ont des terres, qu'on les pousse à vendre parce qu'on a augmenté et on a jumpé le prix. Tu sais, mon chum Gaétan, là, qui ramasse de la ferraille, là, Oui, Gaétan, oui.
Lui, là, sa terre, c'est l'agglomération de Québec, ça, là. Saint-Augustin, là, les taxes sont décidées par Québec, là. Oubliez pas ça, là. Il y a une histoire de la ville là-dedans, mais la valeur, c'est la ville, c'est l'agglomération. Il me dit l'autre fois qu'il paye 25 000 $ de taxes par année avec sa terre. 25 000, voyons donc. Ben, il dit, ils veulent me pousser à vendre. Ben, il dit, sais-tu quoi? Il dit, je ne vendrai pas. Il dit, ça n'arrivera pas. Il dit, je ne vendrai pas. Il est plus riche qu'on pense, le bonhomme. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, en passant, vous avez parlé de la bombe pendant 16 ans. J'ai pogné cette semaine son commentaire sur Denis Coderre. Moi, je ne suis pas un fan de Denis Coderre. Mm-hmm. Mais, puis, je le trouve pas très intéressant dans la presse, Régis Labaume. Mais je lis ses articles religieusement parce que j'ai besoin de réaffirmer quelque chose que je pensais depuis toujours et que lui-même fait à chaque semaine. Je ne sais pas s'il est là tous les semaines, là, mais il le fait sur le cas de Denis Coderre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi foncièrement méchant et bourré de haine. On a eu ça comme maire pendant 16 ans. Là. Il y a eu des histoires atroces pendant la mairie. On oublie, là. Mais c'est particulier que les gens de Québec aient toléré quelqu'un d'aussi pas fin. Lisez-le, là. Lisez ce qu'il dit sur Denis Coderre. Lisez sur tout ce qu'il dit. C'est les règlements de compte qu'il fait dans ces genres de billets dans la presse. C'est épouvantable. La haine qu'il a. Je sais que vous dites, la bombe, c'est le fun, il haït le go à mourir. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'était des partenaires, c'était des gens avec qui il travaillait. Donc, il faisait semblant qu'il était en train de faire ça de... C'est pas quelqu'un qui était capable de mettre de côté ses émotions pour travailler pour le citoyen. C'est quelqu'un que ses émotions prenaient le dessus sur tout ce qu'il gérait. Puis, c'est un peu le même qui nous a amenés dans l'histoire du tramway parce que il s'est entêté à avoir raison contre les gens qui étaient contre parce que c'était des gens qui haïssaient tellement qui est allé envers la logique, une logique de base, de dire, à un moment donné, il faut que je décroche, ça n'a pas de bon sens. Non, il était tellement en guerre contre les gens qui étaient contre, incluant des gens des médias, incluant toi, incluant Stéphane, incluant un paquet de monde. Cette personne-là était quand même dirigeant de la Ville de Québec. Puis là, on a quelqu'un qu'on pensait qu'il était carrément différent de la bombe, mais pas bien, décide d'aller voir les gens de Boulevard au SCU. Tu sais, entre vous et moi, là, j'ai rien contre Boulevard, j'ai rien contre... Denis Gravel, c'est un spécimen, c'est un gars qui a joué la comédie toute sa vie pour faire des bonnes payes et se faire connaître à Radio X, mais c'était un gars qui était contre toutes les valeurs que Radio X avait. Puis à un moment donné, il a craqué pendant la COVID parce qu'il y avait la chienne. Et là, aujourd'hui, Marchand s'en va voir Denis Gravel en sachant que l'antenne, il n'y a pas de monde. Oui, la station, ça monte. La réalité, c'est Chris, il n'y a pas de monde. La place où il faut qu'il y aille. J'ai mal viré avec Radio X, mais c'est à Radio X. S'il veut aller dans une station FM, il va soit Radio X ou il va soit 93. Mais il a choisi ça, il a choisi une place où... Donc finalement, pour avoir l'information, il faut aller trouver ça sur YouTube ou je ne sais pas trop quoi. Puis on se rend compte que finalement, c'est un peu du n'importe quoi qui se passe parce que la personne qui interroge n'est peut-être pas la bonne personne, dans le sens que ça aurait pris quelqu'un pour lui dire « Voyons, Carlis, t'es-tu fou? » Il n'avait pas peur de se faire challenger, ça c'est sûr. Parce que la vraie histoire, puis je te laisse aller après ça, ce sujet-là, le sujet des foyers puis des poêles. Tu sais, je veux dire, ils sont complètement tombés sur la tête. Tu sais, à un moment donné, il faut appeler un chat. Puis si Hillary Clinton est capable de dire que Tucker Carlson, c'est un mange-marde, puis c'est un idiot, nous autres, on est capable de dire la même chose. Êtes-vous fou, Chris? Êtes-vous complètement fou? C'est ça qu'il faut poser comme question. Absolument. Tu l'as entendu, toi, l'entrevue. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais moi, je l'ai entendu. On me dit que c'était très, très léger comme entrevue. Qu'est-ce qui leur passe par la tête sur l'histoire Très des léger foyers? et plein de fausseté. Ah oui? Mais écoute, l'incinérateur, entre autres? Il dit que 14 foyers d'ambiance, ça pollue autant que l'incinérateur de Québec. Mais non, ça se peut pas, ça. Il a dit ça. Puis en plus, il dit que maintenant, il existe des poêles certifiés. Ça existe, là, des poêles certifiés. Mais il dit que pour lui et son administration, il n'y a aucune façon vraiment de certifier un poêle. Donc, lui, l'industrie dit qu'ils mettent un tag sur un poêle en disant qu'il est certifié pour les particules. Lui, il dit que ça se peut pas, puis il rejette ça. Puis là, ils se vantent qu'ils sont les premiers au Canada à faire ça.
On est les premiers au Canada à réglementer, Non, blablabla. Ces gens-là sont complètement dingues. Ben, ils sont complètement fous. dingues, certains. Écoute, il a T'as parlé crissé dehors le pied dans le cul, là, Ah ouais, sérieux. mais là. on travaille pour ça, Jeff. On travaille pour ça. Puis tantôt, tu parlais de la résidence, de l'augmentation des coûts avec ce que tu disais à Jerry. Tu sais, je veux dire, le réseau hier qui ont annoncé le vélo écolo cyclable, là, où ils veulent faire une piste cyclable qui va se rendre jusqu'à l'aéroport de Québec. Tu vas-tu aller prendre l'avion en vélo Non, avec ils sont tes malades. bagages? Tu vois qu'ils sont malades, Puis là, ils nous parlent. Non, mais t'es pas prêt pour ça, là, Jeff. Après ça, ils nous parlent Ils vont de te faire mourir. la ligne du désir des cyclistes. Hein? Ça vous dit quelque chose, je vous parle de ça? La ligne de désir des cyclistes. C'est une Non, boutique c'est érotique ou non? La ligne de désir, là, c'est quand les cyclistes passent à une place, tu sais que ça fait comme une trail, là. Là, pour lui, ça, c'est la ligne de désir. Ça veut dire qu'il faut faire une piste cyclable à ce moment-là, à cet endroit-là. OK. Parce qu'il passe, là. Tu sais, quand dans le gazon, mettons, là, tu sais, c'est comme usé, là. Oui. C'est la ligne de désir. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Ouais, c'est- Alors, ils sont écoute, malades. je pensais que c'était Raël qui gère la ville. Sérieux, là. C'est incroyable. Ouais. Alors, Hey, aujourd'hui, Raël, en passant, qu'il y a un spécial Raël sur Netflix. Netflix, oui, je l'ai pas écouté, mais je l'ai vu. Oui, j'ai vu ça hier. Sûrement l'écouter. On est sur Netflix, je vois les affaires passer, nouvelles. Raël, je suis aux Ouais. États, moi, là. Raël, le gourou des UFO, je sais pas trop quoi. Ouais. Donc, il y a quelque chose sur Raël. Est-ce que tu as eu le feeling que ça a réveillé beaucoup de monde? Parce que j'en parlais avec Gilles hier. Je disais à Gilles, tu sais, à un moment donné, il va arriver un événement qui va faire que le monde va venir en crise, puis là, ils vont en avoir assez. Souvent, on pense que c'est une grosse affaire, mais souvent, c'est des plus petites affaires. La CAQ, ça a été les Kings. Ouais. Lui, il va pogner son Waterloo Money. À un moment donné, le monde va dire, toi, Chris, on a plein notre casse. Écoute. Et je pense que l'histoire des poils, parce que, encore une fois, ils ne sont pas encore capables de nous dire qu'est-ce que ça va faire si on enlève les poils. Quelles sont les conséquences? On baisse la température dans le monde de combien de degrés? On sauve combien de kilomètres carrés de glace dans l'Antarctique? Il faut qu'ils nous arrivent avec des affaires. Ils sont incapables de nous dire pourquoi ils le font, dans le fond. Ce qui est expliqué hier dans son entrevue, c'est qu'ils ont, supposément que la Ville de Québec a des stations météo de qualité de l'air. Et puis, il faudra en parler avec votre spécialiste, là. Et puis, il dit que dans le coin, entre autres, de Champigny, qu'il y a une grande concentration là, entre autres, là, qui est souvent un des endroits qui est un des pires au Québec au niveau concentration de particules, et que l'accumulation de ces poils-là, il disait, c'est ce que je vous disais, là, il disait que 14 foyers d'ambiance qui fonctionnent durant 5 heures, 2 fois par semaine, sur une année, ça polluait plus que l'incinérateur de Québec. Franchement. Ça n'a aucun bon sens. Il y a n'importe quoi. Alors, moi, je vais te N'importe faire un statement, Jeff. Partez le tape. On m'a autorisé d'ailleurs à le faire. Chez Respect Citoyen, on va avoir un slogan qui dit que chez Respect Citoyen, les citoyens avant les pingouins. C'est très Oui, bon. c'est ouais. Oui, les pingouins de l'Antarctique. Écoute, c'est hier, ça. Jeff, si j'ai C'est pas... très bon, ça. Merci. Si j'ai pas reçu 75 photos de monde avec des foyers avec 4-5 bûches qui en mettaient. Il y en a un qui m'a dit j'en ai mis 2 de plus que normal. Il dit il fait tellement chaud, je suis obligé de laisser la porte de patio ouverte dans la maison. Écoute, le monde, là, hier, là, c'était terrible, le monde. Le nombre de photos que j'ai reçues de foyers avec des chiens et des chats en avant du foyer, là, c'était terrible. Le monde, hier, ça a brûlé du bois là, à côté. Oui. Alors, non, à un moment donné, là, c'est parce que ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Il reste 18 mois. On va se préparer. Puis on va faire le ménage. Puis c'est une question de... Ben, regarde, pour le cas, je vais poser la question encore. Il est pas fou de même, lui. C'est quoi qui se passe? Il est pas fou de même, là. Mais il n'y a pas juste lui, là. Il y a des tu sais, vélo, transport, accès, tu sais, toutes ces gangs. Transport, toutes les- La gang de Transport, la gang de la gang. rue Salaberry. Écoute, Jeff, j'en profite pour le faire ce matin. On a vu, là, il y a hier, mercredi, pour bien, dépendamment si les gens écoutent, à quel moment ils vont écouter l'émission, mercredi, il y a 5 personnes qui se sont installées devant l'Assemblée nationale pour demander, ils ont fait une espèce de site où ils donnent 126 jours, je pense, que ça donne au gouvernement pour prendre une décision dans le projet. Il y était 5 en avant. Ça a passé dans le téléjournal de Radio-Canada, de TVA, de Nouveau. Il était 5. Nouveau. Mais c'était quoi, patron? Ben, eux autres, ils disent que dans 126 jours, là, quand le CDPQ va terminer son étude, là, il faut que le projet, là, il parte right now. Il faut que ça commence. OK. C'est des Oh, pro-tramway. Puis il était 5. Puis il y était 5 qui ont tous passé au bulletin de nouvelles de toutes les stations. Nous, on a fait une activité au mois de novembre où on a ramassé 5580$ pour la boucherie généreuse. Il n'y avait pas un maudit.
On a Alors, fait une c'est conférence de presse Alors, pour dire qu'on allait rencontrer les autres, CDPQ. ils mentent par des affaires qu'ils racontent. qui sont pas vraies. Épouvantable. Et en plus, ils mentent par l'omission. Ils oublient Pathétique. toujours de parler des bonnes affaires. Pathétique. Ah oui, oui. Hey, tu as rencontré la gang de la Caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'il en était pour vous autres? Oui, mardi à l'édifice Price, on a rencontré les gens de CDPQ Infra. Une très bonne rencontre qui a duré 1 heure. En plus, on était là, puis on n'était pas en sa présence, mais le PM était dans la bâtisse. Fait que je t'assure qu'au niveau des normes de sécurité, j'étais à la porte avec mon véhicule, puis on est arrivé vers 10h15 pour ne pas être en retard. Puis on attendait, mais à un moment donné, pouf, 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 on s'est fait cogner dans la fenêtre. Un gars de la sûreté qui est venu nous voir, dit qu'est-ce que vous faites? Alors, et à 10h30, donc, on a rencontré M. Battani, qui est le premier vice-président au CDPQ avec 2 de ses collègues. Ils ont bien peur pour le go. C'est de quoi ils ont peur? Ah, je sais pas, mais je peux te dire qu'ils sont venus vérifier qu'est-ce qu'on faisait puis qu'est-ce qu'on avait d'affaires là. Non? C'est toujours bien juste un genre de petit gouverneur d'un petit État pauvre du Grand Nord. Là. Ouais. Calmez-vous les nerfs. Mais ce que je peux te dire au niveau du CDPQ, Jeff, c'est que premièrement, une rencontre positive où on s'est présenté comme étant les représentants des citoyens, parce que nous, on avait lancé sur notre page web Facebook et notre page web de respectcitoyen.org, on avait demandé aux gens de nous formuler des questions qu'ils voulaient poser aux gens du CDPQ. On n'est pas allé avec le dos de la cuillère, puis je vais te faire une preuve dans quelques instants, mais on a eu une très bonne impression, on a eu une impression d'écoute. On a eu sensiblement, c'est ce que d'ailleurs, j'étais avec Marc Roussin, on a eu sensiblement la même impression que quand on a fait on a déposé notre mémoire auprès du BAP. Ils nous ont écoutés, puis d'ailleurs, le BAP, lorsqu'ils ont fait leurs recommandations, il y avait beaucoup de recommandations qui allaient exactement dans le même sens du mémoire qu'on avait déposé. Donc, on a eu vraiment l'impression que ces gens-là, moi, je suis arrivé avec une présentation, j'ai fait une présentation à l'écran au niveau du mouvement, mais aussi des revendications des citoyens. Ils l'ont beaucoup apprécié. Ils nous ont même d'ailleurs, à la fin, nous demandé est-ce que c'est possible de nous faire parvenir votre présentation. Donc, il y a eu une écoute. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils sont très au courant de la situation. Et ceux et celles qui pensent qu'à la fin, parce qu'on leur a carrément dit, je vais te le dire textuellement, qu'est-ce qu'on leur a dit, est-ce que vous êtes là pour faire un show de boucan, pour faire en sorte de prendre le projet de la Ville de Québec de tramway, puis de faire un 3e lien, de mettre ça de bout à bout, puis de dire aux gens, bien, si vous voulez le 3e lien, il faut que vous acceptiez le projet de tramway. On leur a demandé, c'est tout ça votre mandat? La réponse de M. Battani était très, très claire et très sincère, en tout cas devant nous. Il nous a dit, si c'était l'intention du gouvernement, il n'y aurait pas eu besoin de nous pour faire ça. Fait qu'il dit, nous, c'est pas ça. On repart d'une page blanche. Est-ce que ça va être un tramway? Ça va être un métro léger? Est-ce que ça va être un SLR? Whatever. Il dit, on part, on écoute les gens, puis on va étudier en tant que tel ce qui nous est soumis. Toi, tu leur as dit quoi? C'était quoi le gros des demandes que tu lui as, en tout cas, d'exposé que tu as fait? Ben, moi, ce que je leur ai dit, ce que j'ai déjà dit sur tes ondes aussi, c'est qu'un transport... premièrement, on leur a dit qu'on était en faveur d'un bon transport collectif. Mm-hmm. Et là, de Jerry, tu vas être content. On leur a dit que d'avoir un train de banlieue qui partirait de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et qui rabattrait les gens... Là, tu me fais plaisir. Ben, je te le dis, ça a été dit devant eux. Alors, qui rabattrait les gens, qui passerait de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Shannon, Val-Bélair, puis après ça, qui irait virer dans le coin de Sainte-Foy-le-Bourgneuf, Charlesbourg-Beauport, puis qui ramènerait tout ça à la gare de train. On leur a dit ça déjà là, ça serait beaucoup plus acceptable de la part des citoyens. On leur a dit qu'on était en faveur d'un transport collectif, mais qu'un projet de transport collectif sur rail extérieur avec caténaire, des fils dans les airs, puis des rails, à Québec, c'était pas logique en fonction de la façon dont la géographie de la ville est faite, puis en fonction de la température. Parce que quand tu veux bâtir un réseau comme ça, c'est justement de faire embarquer du monde dans le transport et d'avoir moins de voitures en ville. Exact. Le but, c'est ça. Mais le tramway, c'est pas ça que ça va arriver. Tu veux dire, en réalité, c'est pas ça. Non, c'est un projet d'ouest en est. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est un projet d'étoile que ça prend. On a toujours parlé. Là. C'est une étoile qui fait que les gens vont abandonner une deuxième voiture pour se rendre à une place. Premièrement, il faut étudier avec le télétravail, parce que je voyais que c'est le Québec qui a le plus de télétravail de loin au Canada. Là. Est-ce que c'est justifié maintenant de penser même à ça au départ, avec le nombre d'employés qui travaillaient dans le coin de Grande Allée et qui maintenant ne sont plus là? Ça, il faut le savoir. Là. Je veux dire, c'est quand même important. On est en train de faire de quoi qu'il n'y aura personne dedans, ou on fait de quoi pour vraiment enlever des chars sur la route? Parce que le but, c'est ça, là. C'est de décongestionner les routes avec un système de transport. Puis on a aussi fait des recommandations au niveau du 3e lien. On leur a dit que ça devait être à l'est, puis on leur a dit que ça prenait un périphérique pour la Ville de Québec. On leur a dit que les camions qui descendent de Bécomo puis qui ont besoin de traverser, il faut que quand ils arrivent à hauteur de
de l'île d'Orléans, là, juste avant de monter la côte de Félix Leclerc, il faut que ça traverse de l'autre côté pour ne pas venir congestionner les voies de circulation au niveau de Pierre-Bertrand. Puis de cette façon-là, on va amener une plus-value. Puis que c'était pas normal pour une agglomération RMR de la région de Québec qui avoisine maintenant 800 000, qui se dirige vers le million d'habitants, que s'il arrive un problème, puis là, on le voit encore ce matin dans l'actualité, ils vont encore faire des fermetures durant la nuit là, sur le pont Pierre-Laporte pour changer des sustantes du pont, que c'était pas normal que s'il arrivait un problème majeur sur le pont Pierre-Laporte, qu'on soit obligé d'aller virer au pont La Violette pour traverser sa Rive-Sud. Alors, j'ai dit ça, puis j'ai dit ça. Et alors, ça prend un périphérique. J'ai dit, commencer à faire un troisième lien à côté des deux autres, ça serait complètement stupide. Vous allez juste grossir l'achalandage, l'embouteillage, le bouchon. Tu sais, je regarde présentement, à chaque matin, là, je regarde là, ce qui se passe avec la 73. Ils viennent de refaire là, cet été, ça faisait 2 ans qu'ils refaisaient l'espèce de voie là, qui amène la 73 vers l'entrée des ponts en direction nord. C'est tout le temps là que ça bouche le matin. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas pensé. Puis c'est une voie. Comment c'est qu'ils n'ont pas fait 2 voies? T'sais, il aurait pu faire quelque chose. Il y a de la côte à gauche complètement, là, où les camions de Transport Québec puis la Sûreté, des fois, s'installent. Oui. Ils en ont de la place. Ils pourraient faire ça plus large que ça. C'est un peu la même chose qu'on a déjà parlé quand on descend Laurentien puis qu'on arrive à la hauteur du Costco puis on part de 4 voies puis ils nous ramènent ça à une voie pour tourner en direction ouest sur le boulevard Félix-Leclerc. Puis on se l'est fait dire, ça, par des fonctionnaires. Nous, on s'est fait donner le mandat de faire une restriction pour justement agir sur le fait d'influencer les gens d'abandonner leur auto. C'est incroyable. Il y a une guerre à l'auto, là. Ça, comme j'entends ça, je viens fou. Alors, tu sais, on fait des affaires pour que ça congestionne, puis ça vous fasse chier, puis que vous arrêtiez d'y aller ou que vous vendiez une voiture, prenez l'autobus qui n'existe pas. Là. Vous voyez-tu aller au Costco en autobus, 1h30 y aller, 1h. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu vois-tu partir de ton colis de chez Ikea, dans le coin de Legendre, avec tes boîtes d'Ikea, puis t'en aller en tramway jusqu'à chez vous? Sérieusement. Là. L'autre jour, il y avait 3 flatbeds remplis de pitounes sur le boulevard de la Capitale, à hauteur du Burger King, là, avec Christophe. Qu'est-ce qu'ils font là? Des bio énormes. OK, je pensais que c'était des blondes ou des brunes. Non, des bio de bois énormes. Ça n'a pas d'affaire là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en pleine ville. Ben oui, ils s'en vont à l'autre bord. Ils s'en vont à l'autre bord, puis ils n'ont pas d'autre choix. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Mais de façon générale, pour le CDPQ, Jeff, très bonne rencontre. On a exposé vraiment nos points. On a senti une écoute. On a senti, entre autres, moi, je peux déjà te faire une annonce, là. Genre, ils ne l'ont pas dit. Je ne peux pas leur mettre des mots dans leur bouche. Mais la dame qui était avec M. Battani, là, quand on leur a parlé, entre autres, de René Lévesque puis de la coupe d'arbre, là, écoute, elle se branlait à la tête. Là. Ils sont conscients de tout ce que ça a engendré. Là. Ceux qui pensent que le tramway va... Il va en avoir un projet. Ça, c'est sûr qu'ils vont en proposer un. Je comprends. Mais si vous pensez que ce projet-là va passer par René Lévesque, oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Ça, ils vont l'abandonner. Dernier sujet, Jeff Gosselin, l'imprévisible Jeff Gosselin, qui nous a déçus beaucoup en se ralliant à la gang de Bruno Marchand. Ouais. Peut-être eu quelque chose de pas pire cette semaine qu'il a défendu les patinoires extérieures réfrigérées face à Claude Villeneuve. Et être meilleur que Claude Villeneuve, sérieusement, ça n'a pas grand... T'as pas besoin de beaucoup de diplômes. Mais en se joignant à l'équipe de Marchand, j'imagine qu'on lui a donné des petites bebelles, on lui a donné des petits cadeaux, dont, entre autres, un beau petit voyage à Toronto, probablement, toutes dépenses payées. Effectivement, puis ça, on n'a pas entendu parler beaucoup, mais moi, je vous en parle. Je veux juste vous dire que au niveau d'un sommaire décisionnel, puis j'ai même le numéro, là, c'est disponible sur le site de la Ville de Québec, le LS 2024-003. On apprend que Jean-François Gosselin et 5 fonctionnaires de la Ville de Québec vont aller faire une visite à Toronto pour aller visiter des installations de curling. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la Ville de Québec va accueillir les Jeux du Canada en 2027 et la Ville de Québec prévoit la construction d'un nouveau centre de curling. Donc, ils vont aller faire une petite visite à Toronto. Au moins, on reste sur le même continent. Là. S'ils m'auraient annoncé qu'ils s'en allaient en Norvège puis à Helsinki, j'aurais trouvé ça moins drôle. Mais on a su que ce voyage-là, donc de Jean-François Gosselin et 5 fonctionnaires, c'est d'une valeur de 10 196 $ qu'on va aller faire un tour là-bas. Fait que ma question, c'est est-ce que vous pensez vraiment que Jean-François Gosselin aurait pu faire ce voyage-là s'il n'aurait pas rejoint l'équipe de Bruno Marchand? Je pense que de poser la question, c'est y répondre. Oh oui, ça c'est sûr que Marchand il a dit, garde, tu vas venir avec moi, on va se rallier, puis m'occuper de toi, tu vas avoir des petites passes, puis... c'est ça. Non, on va te faire plaisir. Sauf que, comme je t'ai dit un peu en dehors tantôt quand on se parlait avant de commencer le podcast, c'est quand même surprenant parce que tu n'as pas besoin de voir grand-chose. Moi, je me rappelle les années où le Briard canadien a été au Saguenay, mon père était dans l'organisation. Puis c'était dans les arénas existantes. C'était au Centre Georges Vézina, il y avait
Il y avait un aréna à côté du Saint-Georges, il y en avait d'autres ailleurs. Puis on avait pris les glaces existantes, puis c'est tout. Il n'y a pas à bâtir rien. Non, c'est quelque chose qui va durer 2 semaines. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'imagine qu'ils doivent se dire, ouais, mais là, on va remplacer tel, le club de ci, le club de ça. Habituellement, un club de curling, c'est pas mal privé, là. Dans le temps, les clubs de curling, c'était souvent associé au terrain de golf parce que c'était les anglophones qui étaient des maniaques de curling et de golf. Puis les clubs de curling étaient à l'intérieur donc des installations de golf. Donc, c'était du privé, là, cette affaire-là. Mais là, c'est devenu une patente publique. Et c'est pour un genre de tournoi de 2 semaines. C'est quand même une farce, là, alors qu'on a plein d'équipements. Je prends juste le 90 millions qu'on a investi dans le centre de glace. 90 millions, il y a une piste en rond pour le patinage, mais dans le milieu, il y a plein de patinoires, là. Donc, ces patinoires-là auraient pu servir pour D'ailleurs, ils ont même pensé, quand ils ont fait cette place-là, ils ont même pensé... En faire juste un centre de curling? Oui, ils ont même pensé faire de déménager, je pense, celui de Champlain, ou je ne sais pas trop lequel, là. Ils avaient pensé déménager le centre de curling, là. C'est très facile à faire sur des patinoires existantes. Très, très, très facile. On va te dire de quoi, si tu penses que tu vas garder ton compte de taxe à 2600$, Jerry, avec des décisions même, d'après moi, chaque année, il va monter de 150, 200$. T'as des petits points encore? 2 petits points rapides là, en terminant. Je veux juste vous dire là, concernant la fameuse... Ça sera pas trop fort. Là, le compte de taxe monte. Là. Tiens-toi. Alors, je voulais juste revenir sur l'histoire du RTC qui a commandé pour 34 000 $ de tasses. Vous êtes au courant de ça? Oui, c'est Jeff, il nous est arrivé avec ça. Aux couleurs du RTC. Alors, mais je vais juste revenir sur une phrase. Écoutez bien ça. Le porte-parole du RTC qui dit, dans le contexte, et je le lis mot à mot, dans le contexte actuel, on comprend que ce n'est pas idéal, mais en même temps, je réitère que le RTC est une organisation qui est très bien gérée. Je veux juste vous rappeler que pour 2024, le déficit anticipé du RTC est de 30 millions. Très bien géré. C'est bon. Et puis on peut parler des déficits passés, là. Puis en passant, à Montréal, ils ont coupé du monde, mais à Québec, là, ils ont coupé personne. Personne n'a été coupé, là. Montréal, ils ont coupé du monde. Il y a 200 postes qui ont été abolis à Montréal. Oui, j'ai vu ça. Oui, bien on dit, on coupe 200 postes et les usagers ne verront aucune différence. Non, c'est des chemises blanches. C'est quand même hot. C'est des chemises blanches. Dernière vite, je veux juste vous dire qu'on a parlé souvent de l'importance de peut-être centraliser l'opposition pour faire en sorte qu'en 2025, on ait une opposition forte. Alors, je veux juste vous dire qu'il y a 2 semaines, on a eu une première rencontre avec les gens de Priorité Québec à nos locaux de chez Respect Citoyen. Qui sont Priorité Québec? Patrick Paquette, Steven Melançon qui siège, et puis avec M. Mercier. Oui. Donc, c'est la deuxième opposition de la Ville de Québec. C'est sûr que Priorité Québec, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont eu 28,9 % du vote populaire à la dernière élection de 2021. Donc ils ont de l'argent. Ils reçoivent 1,89 $ par vote en tant que tel de la part du DGEQ. Fait qu'ils ont un financement. Par contre, on leur a expliqué très simplement, demain matin, Priorité Québec peut se présenter à l'élection 2025. Vont peut-être réussir à faire élire 3 et 5 conseillers. Respect Citoyen avec des bénévoles en feu vont peut-être réussir à faire élire 3 ou 5 conseillers. En unifiant les forces, on est capable d'aller chercher 15 conseillers puis d'aller chercher la majorité. Fait que, on a eu une première rencontre qui a très bien été. On est en train de pondre une proposition, puis on va vous faire compte rendu de ça. Donc ça, c'est l'ancienne gang de Québec de François, de Jeff Gosselin. C'est ce qu'on a fait comprendre un petit peu aux gens de Priorité Québec. Je sais qu'ils ont travaillé très fort sur le rebranding du parti, mais ça reste que quand même, les gens font une association entre Priorité Québec et Québec 21. Donc, je pense que l'avènement de Respect Citoyen, juste par le nom, ça dit tout. Et puis, mais par contre, on est conscient, Patrick Paquette, Steven Melançon fait un très bon travail à l'Hôtel de Ville. Patrick Paquette, pour disséquer un sommaire décisionnel, je n'enlèverai pas ça. Là, il y a l'expérience pour ça. Donc, puis nous, par contre, au niveau des communications puis de l'énergie, je pense qu'on a prouvé. Exact. On a prouvé. Fait que je pense que ça regarde bien, mais en tout cas, la première rencontre était très positive, puis on va se reparler. Yes. Respect Citoyen pour les gens qui veulent devenir membres. .org. Notre ami Jerry, avec Steph Lachance et Marc également. Marc, tu me dis, c'était Roussin. Marc? Marc Okay, Roussin. donc, voilà, donc si vous voulez vous joindre à eux, allez voir sur leurs réseaux sociaux ou encore le site web. Le site web, c'est quoi? C'est www.respectcitoyen.org. Thank you, man. Merci. Voilà pour aujourd'hui, vendredi. C'est fait pour live. Et si vous venez sur le Prime, Carlos de Punisher va s'installer dans les prochaines minutes pour Freestyle Friday. Pirater, c'est légal.
radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.